Bonsoir déjà à toutes et à tous. Merci Jean-Louis de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler, après les étudiants que j'ai eus ce matin, à un public plus varié et de présenter un peu là où on en est dans nos réflexions sur donc, cette question de l'eau, qui est donc une question vraiment majeure actuellement. J'ai fait partie de la... Il y a bientôt le GIEC va bientôt publier un ouvrage spécifique sur l'eau, donc j'ai eu la chance de le relire. Et c'est un peu ces réflexions que je vais partager avec vous, et on va finir peut-être là-dessus. Mais là, ce que j'ai envie de faire, ce soir, c'est de vraiment regarder les grandes questions liées au conflit lié à l'eau, et peut-être ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage ici, Géopolitique de l'eau, de replacer un peu les débats et d'aller un peu plus loin de ce qu'on peut lire sur les guerres de l'eau, des choses parfois très simplistes, voire simplifiées, qu'on peut trouver dans les médias. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter, avec d'abord un peu un retour sur la ressource en eau, qu'est-ce que cette ressource en eau, et puis si on a le temps, ça dépend un peu de vos questions, si on a le temps de voir un peu des exemples précis et quelques exemples de conflits liés à l'eau. Donc ce que je vais vous raconter un peu ce soir est beaucoup plus détaillé dans l'ouvrage Géopolitique de l'eau, qui est donc paru en 2019, et que vous pourrez retrouver. Alors, l'Atlas de l'eau, je vais faire une anti-publicité, l'Atlas de l'eau, ne l'achetez pas, parce que vous aurez une nouvelle édition en février 2022. Donc, cette édition-là est un peu périmée. On est en train de refaire l'édition, et donc mise à jour dans 2-3 mois maintenant, donc ce n'est pas la peine de chercher ici. Alors, justement... ce que vous avez souvent vu dans la presse, c'est effectivement ces images d'une crise de l'eau permanente, actuelle, je veux dire, permanente, et qui ira en s'aggravant dans les années qui viennent. C'est souvent, là j'en ai pris quelques-unes, on voit une image qui a été publiée par Veolia d'ailleurs sur... la ville de Barcelone soumise à la désertification, une autre sur l'Australie. Vous avez les mêmes visions qui sont catastrophistes dans des articles, cette fois-ci publiés par des grandes institutions internationales, comme vous voyez ici, il y en a un qui est le rapport de 2006 des Nations Unies sur... la crise globale de l'eau, Global Water Crisis, et on pourrait multiplier, là j'en ai pris quelques exemples, sur les guerres de l'eau, la guerre de l'eau a déjà commencé, Water Wars, qu'on trouve très largement répandu, à la fois dans les médias, mais aussi également dans tout ce qui est presse, ou également dans des ouvrages spécialisés. Ici, vous avez une autre exemple sur des rumeurs de guerre de l'eau autour du Nil, ou encore ici, vous avez peut-être entendu parler de ce grand barrage, Grand Renaissance, qui se trouve à la frontière entre l'Éthiopie et l'Égypte, et cette caricature ici que j'avais trouvée dans un journal soudanais, cette fois-ci, où on voyait l'Éthiopie qui retient les eaux du Nil, et puis le Soudan et l'Égypte qui se partagent juste un mince filet d'eau en aval. Et alors, ce n'est pas faux de dire qu'effectivement il y a des crises liées à l'eau, mais ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que finalement on a une connaissance qui peut être un peu biaisée si on ne lit que la presse et certains rapports, ou même certains ouvrages sur les guerres de l'eau, et que le lien entre conflit et eau est beaucoup plus complexe qu'on ne le voit souvent, et qu'on ne peut pas passer directement d'une pénurie en eau à un conflit directement. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie qu'il y a conflit. Par contre, on peut y avoir une abondance d'eau et quand même des conflits liés à l'eau. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir. Et que finalement, le lien entre l'eau, la ressource en eau et les conflits, qu'on pourrait voir, là c'est une autre carte que j'avais tirée d'un ouvrage qui était une ancienne version de l'Atlas de l'eau, que maintenant je ne republierai plus de cette façon. On voit un peu ces petites bombes, etc. Et finalement, cette carte des régions hydroconflictuelles est peut-être trop simplificatrice vis-à-vis de la réalité de la question de l'eau. Pour une question simple, c'est que, finalement, l'eau peut être au cœur des conflits, c'est ce que je vais essayer de montrer, mais qu'elle n'est pas forcément la source des conflits. Et vous avez des visions qui sont très opposées sur cette question. Vous aviez en 97 quelqu'un qui disait l'eau, qui n'était pas n'importe qui, c'était le président de la Banque mondiale, Ismaël Serrageldin, qui disait l'eau sera au cœur des guerres du XXIe siècle, mais que
en fait, eh bien, si une volonté de faire l'appel existe, eh bien, au contraire, l'eau peut être aussi un bon moyen de faire la paix et de favoriser la coopération entre les États. Et on verra, là, ici, dans l'heure que je vais présenter, c'est que l'eau peut être aussi un facteur donc, de conflit, mais aussi et essentiellement, elle est même essentiellement au niveau mondial, un facteur dit de coopération et finalement un bon exemple, un bon domaine où la coopération entre États, finalement, est assez effective. Dernier petit point dans cette longue introduction, c'est qu'il faut voir aussi qu'à chaque fois, et ce qui rend complexe l'idée des conflits liés à l'eau, c'est qu'on se bat pour accéder à l'eau, pour contrôler l'eau, c'est-à-dire pour l'objet même, c'est-à-dire la ressource en eau, mais on se bat aussi, et ça justement, alors c'est un mot d'Olivia Aubriot, donc vous la verrez la semaine prochaine, elle pourra peut-être aller un peu plus là-dedans, c'est que, pour détailler un peu plus, c'est qu'on se bat avec l'eau aussi, c'est-à-dire que l'eau est aussi finalement la traduction de conflit, est un moyen pour régler d'autres conflits ou d'autres coopérations. Donc c'est l'idée qu'on ne se bat pas forcément pour la ressource, mais qu'en fait on se bat aussi avec la ressource pour régler d'autres conflits, notamment des conflits fonciers, et qu'on se bat aussi indirectement pour des ressources liées à l'eau. Et c'est ce qu'on verra aussi, c'est-à-dire que l'eau est extrêmement imbriquée dans l'économie, dans la fabrique sociale, et qu'il y a ce qu'on appelle un nexus, c'est-à-dire un lien entre l'eau, l'énergie, l'alimentation, et que finalement, souvent, les enjeux liés à l'eau, derrière, quand on gratte un peu, quand on regarde un peu en détail qu'est-ce qu'il y a derrière le conflit apparent pour l'eau, en fait, c'est un conflit pour la terre, c'est un conflit pour l'agriculture, c'est un conflit pour l'énergie. Et le Nil, par exemple, est l'exemple type que l'enjeu des conflits, en fait, n'est pas forcément l'eau, mais c'est l'agriculture, c'est la maîtrise du foncier, c'est la maîtrise également de les ressources hydroélectriques de qui va devenir le grand pôle énergétique du sous-continent, enfin de la partie de la Corne de l'Afrique et du bassin du Nil. Alors, j'ai dit, je verrai 2 points. Le premier, c'est que l'eau est une ressource à nul autre pareil, et on verra justement que ça a un impact important dans la compréhension des ressources en eau. Et le deuxièmement, c'est que, et là, bon, là, c'est j'allais dire un défaut de géographe, c'est-à-dire que les conflits se lisent de local au global, c'est-à-dire à différentes échelles. Quand on est géographe, on a vraiment une attention souvent aux différentes échelles, et que donc, ces conflits liés à l'eau s'imbriquent, pour certains dire, de l'échelle ultra-locale à l'échelle globale, et qu'on ne comprend pas les uns sans voir les autres, donc du local au global. Alors, simplement, dans cette première partie, qui serait un peu justement pour regarder, ce que j'ai essayé de faire aussi dans l'ouvrage sur la géopolitique de l'eau, c'est de dire qu'il y a des particularités dans cette ressource de l'eau qui font qu'on ne peut pas traiter la géopolitique de l'eau comme on va traiter, par exemple, la géopolitique du pétrole, du charbon ou d'autres ressources, puisque l'eau a cette particularité d'être renouvelable, c'est-à-dire que c'est pas une ressource pour ainsi dire infinie, donc la ressource en eau se renouvelle, mais qu'elle est non substituable. C'est-à-dire que si on la compare, souvent vous avez des livres qui vous parlent de l'or bleu, l'or noir, qui comparent l'or bleu et l'or noir. Et moi, je suis absolument contre cette vision-là. C'est parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, l'eau et le pétrole. Le pétrole est non renouvelable, et donc le pays qui a la ressource en pétrole, il la possède et il l'épuise, il peut la pomper jusqu'à épuisement. Un pays qui, en fait, on dit l'Éthiopie a des ressources en eau, oui, le Nil, de toute façon, il va couler jusqu'en Égypte, naturellement, et la ressource va se renouveler. D'accord ? Donc c'est ça qu'elle est effectivement renouvelable. Et en plus, mais c'est peut-être une banalité de le dire, mais souvent on l'oublie, on dit oui, tel pays a telle ressource, mais non, en fait, tel pays a les sources de cours d'eau qui ensuite vont évidemment s'écouler vers d'autres pays naturellement. Donc il y a une question de renouvelable, et elle est non substituable aussi, ce qui en fait, c'est-à-dire qu'on peut substituer, vous entendez, se passer des énergies fossiles. Donc vous pouvez, on pourra à terme peut-être se passer du pétrole pour faire marcher ses voitures, pour faire marcher l'industrie. L'eau, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez absolument rien faire. Pour arroser un champ, il faut de l'eau. Vous ne pouvez pas l'arroser avec autre chose, ce n'est pas substituable. Donc elle est très fortement imbriquée dans d'autres choses et on ne peut pas la substituer. Ce qui rend, on ne peut pas boire autre chose que de l'eau. Enfin, de toute façon, même le vin, l'alcool, c'est 99% d'eau. Donc on ne peut rien faire sans eau. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est
et en fait une ressource très particulière qui n'est pas du tout égale, notamment dans les questions géopolitiques, avec cette question de pétrole, or ou autres ressources qui, elles, n'ont pas ces facultés. Alors, si on regarde de façon encore très générale, dans un premier temps, on peut regarder les ressources en eau, ce qui a été fait dès les années 90 par un hydrologue qui s'appelle Malin Falkenmark, qui a fait une carte assez simple, où en disant elle prend justement la ressource en eau renouvelable, c'est la ressource qui peut être renouvelée chaque année dans chaque État, et dans les lacs et les rivières, qui se trouvent dans les lacs et les rivières, divisée très simplement, ce que vous voyez ici, par la population. Donc on divise, c'est une division simple, donc c'est en mètres cubes par habitant et par an, c'est ce que vous voyez ici, et ça fait apparaître les régions qui sont les plus c'est vers le rouge, donc plus les situations sont difficiles, et vous voyez ici qu'on voit une ceinture de la pénurie en eau qui va ici du Maroc jusqu'à l'Arabie Saoudite et qui descend, je ne sais pas si vous voyez bien la flèche, oui, qui descend ici jusqu'à l'Afrique du Sud, en s'étendant également ici vers la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan que vous voyez ici, et les pays sahéliens qu'on voit bien ici. Et à l'opposé, vous avez des pays très richement dotés, l'Afrique centrale que vous voyez ici, l'Amérique latine de façon générale, le Canada, la Norvège, la France étant à peu près ici à 3000, 3300, donc une situation qui peut paraître assez correcte. Donc ça, c'est une première approche qu'on peut avoir de la ressource en eau, l'indice de pénurie en eau, donc on a souvent utilisé dès les années 90, mais on s'est rendu compte que finalement, cette ressource, cette première carte, elle disait finalement assez peu de choses des ressources en eau et des conflits potentiels liés à l'eau. Alors, pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, évidemment, plus il y a la pénurie, plus on va dans la situation critique, plus a priori il y a des conflits. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est une partie de la réalité. Alors, premièrement, pour une raison simplement technique, mais je crois que vous avez vu ça hier, ce que Malin Falkenmark prend en compte, c'est l'eau qui se trouve dans les fleuves et les rivières. C'est-à-dire que toute cette eau-là, qui est utilisée directement par les écosystèmes ou pour l'agriculture pluviale, ce qu'on appelle eau verte, elle n'est pas prise en compte. Donc ça fait déjà un petit manque. Mais ça, c'est plutôt de façon technique. Mais surtout, c'est que la ressource naturelle, c'était une façon de voir peut-être au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, on pouvait prendre les ressources, mais que les cours d'eau ne ressemblent plus du tout à un état naturel tel qu'ils étaient, tel que la pluie, tel qu'on les voyait, par exemple, encore il y a quelques siècles, voire même au début du XXe siècle. Et que l'idée, c'est qu'autour du XXe siècle, ils ont été complètement artificialisés et qu'ils ont été profondément modifiés. Ici, vous avez deux exemples que j'ai sortis ici, qui est tiré celui-là d'un hydrologue français qui s'appelle François Moll et qui a essayé de modéliser le bassin du Jourdain. Vous voyez à peu près le bassin du Jourdain. Naturellement, il est entre la frontière de la Syrie et du Liban. Ici, c'est le lac de Tibériade, et puis il finit naturellement dans la mer Morte. D'accord ? Si on faisait une carte du Jourdain, c'est ce que vous verrez. Mais en fait, le Jourdain, il ressemble beaucoup plus à ça. C'est-à-dire qu'une fois les eaux arrivées dans le lac de Tibériade, l'essentiel est envoyé vers Israël ici, c'est le National Water Carrier ici. Donc du lac de Tibériade, il sort quasiment plus rien. Ici, c'est son affluent le Yarmouk, mais il ne communique plus vraiment avec le Jourdain. Une grosse partie est répartie ici pour la ville d'Amman et des périmètres irrigués en Germanie. Et ce qui revient finalement à la mer Morte, qui meurt en plus de plus en plus, c'est qu'un mince filet d'eau, et donc le fleuve ressemble à ce qu'on appelle souvent, c'est pareil pour le Colorado, un plumbing system, c'est-à-dire un grand système de tuyauterie où il n'y a plus grand-chose de naturel. D'accord ? Donc ça, c'est pour le Jourdain. Ici, ça, c'est tiré de ma thèse en Afrique du Sud. Ce que vous avez ici, c'est en bleu, c'est les cours d'eau. D'accord ? Donc c'est les cours d'eau naturels. Et tout ce qui est en rouge, en triangle, c'est les barrages. Et tout ce qui est en rouge, c'est des systèmes de transfert d'eau, c'est-à-dire de l'eau qui est transférée d'un fleuve à un autre, de façon assez complexe, avec plein de systèmes. Et vous voyez que, il y a presque plus de rien de naturel dans tout l'écosystème sud-africain.
et que donc l'eau tourne, c'est ce que disait un hydrologue sud-africain, c'est que l'eau maintenant ne coule plus vers l'aval, mais elle coule vers l'argent et le pouvoir, ceux qui ont la capacité de mobiliser cette ressource. J'avais un autre exemple ici, c'est-à-dire que vous avez le réseau d'eau en Californie cette fois-ci. Donc le bleu, c'est encore les rivières principales que vous voyez ici et là, encore ici un petit peu. Vous auriez le Colorado ici, et toutes les autres couleurs, c'est les grands canaux de transfert d'eau pour amener l'eau à Los Angeles, San Diego, San Francisco. Alors en plus, en Californie, c'est vraiment très complexe. C'est des projets locaux, c'est-à-dire les mairies, des projets de l'État de Californie, des projets de l'État fédéral, c'est-à-dire des États-Unis eux-mêmes, avec à chaque fois des personnes différentes qui gèrent. Et parfois, vous voyez que des fois, il y en a qui partent dans un sens, l'autre dans l'autre, parce qu'il y a des intérêts contradictoires derrière. Mais c'est pour vous montrer, et on pourrait faire la même chose en Chine, en Espagne, etc., etc., c'est que les grands cours d'eau ont tous été très profondément modifiés. Et que finalement, ce n'est pas la ressource qui compte, mais bien la capacité d'adaptation à capter cette ressource. Et c'est ça qui va créer les conflits. Autrement dit, on ne se bat pas tellement actuellement, les conflits géopolitiques liés à l'eau, ils ne sont pas autour des cours d'eau, mais des grands systèmes socio-techniques qui manipulent, parfois jusqu'à les artificialiser complètement, ces cours d'eau. Alors pour vous donner une autre idée, peut-être pour aller sur ce point-là, mais qui je pense est vraiment important, et que l'important, ce n'est pas tellement la ressource, mais la capacité d'adaptation, c'est que pour la même ressource, on a des situations qui peuvent être très très différentes en fonction de l'importance justement de ce qu'on appelle la technosphère, c'est-à-dire cette sphère technique de manipulation de la ressource. Donc là, vous avez une image qui est prise au Kenya, et vous avez ce puits vaguement cimenté ici, et puis ces femmes qui puisent dans ce puits, donc ils puisent de l'eau ici dans ce puits, avec une ressource qui n'est pas nulle, mais qui est à peu près de la ressource, si on prenait Falkenmark, qui serait à peu près de 300 à 400 mm de pluie donc par personne, c'est pas nul. C'est du semi-aride, mais il y a des eaux souterraines importantes. Et donc, vous voyez ces femmes qui puisent dans l'eau. Et avec une ressource qui est bien plus faible, vous avez ce genre d'image. Ici, vous reconnaissez la ville de, certains la reconnaissent facilement, Las Vegas, effectivement. Donc ça, c'est Las Vegas, qui est en plein désert, c'est-à-dire que Las Vegas, si vous êtes, j'y suis allé récemment, c'est une ville qui se trouve dans la partie les plus désertiques des États-Unis, et jusqu'en 1920, en gros, vous aviez quelque chose d'extrêmement désertique. En 1930 a été créé le barrage, gros barrage Hoover Dam, donc aux États-Unis sur le Colorado. Et Las Vegas ne vit que, actuellement il y a 2 millions d'habitants à Las Vegas, c'est une des villes qui croît le plus aux États-Unis, que grâce au transfert, au pompage dans le Colorado qui alimente cette ville en plein désert. Et vous avez donc, vous voyez ici, si vous voyez bien ici, c'est Cascade, là c'est le Bellagio, donc avec ses grands jets d'eau, ici une mini Venise reconstituée, un gaspillage monumental de la ressource en eau, mais c'est bien la capacité d'adaptation. J'avais une autre diapo ici qui se montre, qui va la ville de Dubaï, une photo ici en 1950, donc vous voyez à quoi ça ressemble, des ressources qui sont extrêmement faibles, et puis en bas, à peu près le même endroit en 2020, et vous voyez aussi exactement la différence, ici, qui est extrêmement liée, donc la capacité d'adaptation. Si vous prenez le Falkenmark, Dubaï est un des pays, les Émirats de façon générale, Koweït, pareil, l'Arabie Saoudite sont les pays qui sont le plus, si on prend cet indice-là, en situation critique, d'accord, puisque la ressource renouvelable est quasiment nulle. À Dubaï, vous n'avez quasiment pas d'eau. Vous retrouveriez plus étonnamment Singapour dans la même situation. Il n'y a pas beaucoup de ressources en eau finalement. À Singapour, c'est une île assez, pas aride, mais enfin les ressources par rapport à la population sont faibles. Mais vous voyez la situation que ça peut donner. D'accord ? Alors que des pays beaucoup plus riches, comme la République démocratique du Congo, sans capacité d'adaptation, sans capacité à mobiliser la ressource, sont dans une situation qui est quasiment catastrophique sur beaucoup d'indicateurs. Et pour Dubaï, la seule différence, c'est ça. C'est-à-dire ici, ce que vous voyez là, donc la ville de Dubaï au fond, et ce que vous voyez ici, c'est une immense usine de dessalement d'eau de mer. Et donc le coût du dessalement est assez fort encore en énergétique, même s'il tendance à baisser, les techniques s'améliorent, mais vous avez bien du dessalement, cette immense usine, et qui permet cette artificialisation complète. Donc l'idée, c'est que
des géographes notamment, mais également des gens en sciences politiques se sont dit, bon, l'indice passé de simplement la ressource en eau renouvelable divisé par la population, ça ne suffit pas. Hein, donc ça biaise, hein, parce qu'effectivement, on a des régions qui finalement ont des ressources très faibles, mais qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas vraiment de problème. D'autres qui au contraire ont des ressources très importantes et qui ont des conflits liés à l'eau et à des maladies liées à l'eau extrêmement importantes. Donc ils ont essayé de faire ce qui s'appelle un autre indice, celui de pauvreté en eau. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais là je vais vous passer rapidement. Mais l'idée c'est d'intégrer dans cette pauvreté en eau d'autres dimensions, notamment l'accès à l'eau des populations, les investissements liés à l'eau, etc. etc. Donc on a d'autres facteurs, ce qui permet justement d'avoir une vision un peu plus nuancée et d'intégrer justement cette capacité d'adaptation. En gros, l'idée, c'est ça. D'ailleurs, on peut discuter après, comme tous les indices, ils sont discutables, mais vous voyez qu'on a une carte qui est très différente. Alors, pour certains pays, ça ne change pas grand-chose. Pour le Canada, la Scandinavie, ils ont beaucoup d'eau, ils ont très bien, leur système est très bien géré, donc il n'y a pas grand changement. En revanche, vous voyez que sur les pays notamment africains que vous voyez ici, si on prend cet indice, on voit que tous les pays de la bande sahélienne, où effectivement il y a très peu d'investissements, la situation d'accès à l'eau est catastrophique, se retrouvent avec un indice de pauvreté en eau qui est critique. Idem pour ici l'Afrique centrale, vous voyez la RDC qui a pourtant des ressources en eau naturelles les plus importantes quasiment au monde. Ils doivent être 2e ou 3e après le Canada, mais des situations d'un sous-investissement massif, et donc des énormes problèmes liés à l'eau, l'Angola que vous retrouverez ici, le Mozambique ici, et d'autres pays qui paraissent dans une situation beaucoup plus difficile, y compris ici certains pays d'Amérique latine, où pourtant la ressource, ou même le Mexique ici, l'Amérique latine, l'Argentine, où la ressource est vraiment importante, mais les investissements également, là c'est faute d'investissement, que vous pouvez avoir des problèmes liés à l'eau. Alors, ça peut être des problèmes au niveau des villes, les gens qui n'ont pas accès, donc, et des maladies à l'eau. Ça peut être aussi des périmètres irrigués qui sont mal gérés avec des problèmes de salinisation, etc., etc. Et donc, ça permet d'avoir une bonne vision, une meilleure vision beaucoup plus fine, si on entre cette capacité d'adaptation, et ainsi, pour ainsi dire, d'avoir une vision qui est beaucoup plus détaillée et de faire un peu plus facilement le lien entre, finalement, quand on a une pauvreté en eau, une situation en eau critique, on a plus fortement un lien plus rapide, enfin, disons, plus facile avec l'idée de conflits où peuvent apparaître les conflits, que simple la vision de la ressource ne peuvent pas apparaître. Alors, un point aussi, je vous ai dit, ça, c'est on se bat pour l'eau, pour la ressource et pour la maîtrise de cette ressource. On se bat à des choses aussi liées à l'eau. Et ça, c'est un point vraiment important sur lequel je voudrais revenir. L'idée, c'est de voir différents points avant de passer directement au conflit. Et à travers une notion qui est apparue dans les années 2010, qui est celle de nexus, ou de lien, ou d'interaction, c'est à peu près la même chose, notamment entre l'eau, l'énergie et l'alimentation, ces trois pôles. Et ce que j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage et qu'on aura peut-être le temps de voir ici, c'est que souvent les dimensions eau, la dimension eau d'un conflit est liée à la dimension alimentation, ici un food en anglais, je n'ai pas trouvé en français, est liée à la dimension énergie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tellement pour l'eau en soi qu'on se bat, mais c'est de l'eau qui sert à l'alimentation, donc à l'agriculture irriguée. Je vous rappelle que 40% à peu près de la récolte mondiale vient de l'agriculture irriguée, que l'eau sert aussi à faire de l'énergie, et qu'il faut de l'énergie évidemment pour produire de l'eau également, vous verrez ça juste après, mais que évidemment il y a toute la question de l'hydroélectricité qui est une question majeure actuellement. Et bon, après là c'est un peu plus loin de ce qu'on entend, c'est qu'il faut de l'énergie pour produire de l'alimentation, puisque ça c'est tout ce qui est agro-industrie qui est très énergivore, et on peut produire ici de l'énergie grâce également aux plantes, notamment et oléagineux. Alors, simplement, j'avais un peu illustré, mais ici, de l'énergie pour l'eau. Par exemple, tous les systèmes de transfert, par exemple, Los Angeles, l'eau du Colorado, vous voyez que ce n'est pas plat, il faut pomper l'eau, ça demande beaucoup d'énergie pour faire passer de l'eau ici
notamment quand on a fait des transferts interbassins de l'eau du Colorado à Los Angeles. Donc vous avez bien une énergie, vous voyez ici les centrales électriques qui servent, enfin les pylônes électriques pour faire de l'eau, pour faire pomper l'eau. Là, elle va vers le haut, l'eau. Ici, elle remonte. Ici, vous avez les centrales, le canal qui arrive et ça pompe pour aller l'amener jusqu'ici. Bon, après, c'est par gravité, mais il faut quand même beaucoup d'énergie. De l'eau pour produire de l'énergie. Bon, là, vous avez le barrage de Hoover Dam sur le Colorado. Et ces turbines qui produisent donc l'énergie, d'ailleurs, qui est réutilisée pour ramener l'eau de l'autre côté. Mais bon, donc vous avez cette énergie qui, en plus, actuellement, est une énergie non carbonée. Donc on en parle beaucoup, de cette énergie hydroélectrique qui revient en grâce parce que, justement, elle n'émet pas de CO2. De l'eau, enfin, dans l'énergie et de l'alimentation, ici. Donc, effectivement, l'agro-industrie demande beaucoup d'énergie. Et dans le cas de l'huile de palme, on peut produire de l'énergie grâce à l'eau. Et évidemment, de l'eau pour l'alimentation, alors que 40% de la production agricole mondiale vient de l'agriculture irriguée. Et qu'une forme des conflits, ce n'est pas l'eau tout court, mais c'est dans l'eau, la terre et l'alimentation et la production agricole. C'est ça la source de conflit, ce n'est pas l'eau tout court. Et je vous rappelle aussi que la production, j'avais marqué ça, en gros, dans une journée, vous allez à peu près consommer une centaine de litres d'eau, allez, un bon an, mal an, 80, 100, 120 maxi, si vous n'avez pas de piscine, ce qui est le cas souvent dans la région parisienne, alors que, par contre, l'eau indirecte, c'est-à-dire qui a été utilisée pour produire la ration, ce que vous avez mangé à peu près aujourd'hui, est environ entre 4 et 5 000 litres. Donc l'essentiel de l'eau vient de l'alimentation, enfin de l'eau utilisée, est-elle utilisée indirectement pour la production agricole qui est derrière. Et ça fait deux choses. Donc d'ailleurs que il y a ces questions d'eau, de transfert d'eau, c'est de l'eau agricole souvent, et donc il y a un lien très fort entre la production agricole et la production et l'utilisation de l'eau. Et le deuxième, c'est que aussi souvent on a tendance à opposer l'eau des villes, l'eau urbaine et l'eau agricole, en disant il faut réduire l'eau agricole parce que les urbains sont plus, mais enfin les deux sont extrêmement imbriqués. Les gros consommateurs de production agricole, c'est quand même des urbains, et donc là on a bien un lien entre les deux sans problème. Alors, on pourrait continuer, mais l'eau est aussi liée aux questions du climat. Là, je vais passer peut-être un peu plus vite là-dessus. Alors, l'idée, c'est que donc l'eau est particulièrement imbriquée dans la question économique, que ce soit avec l'agriculture ou l'énergie. Et la deuxième idée aussi, et pour comprendre les conflits liés à l'eau, c'est que l'eau est profondément imbriquée dans la fabrique sociale. Et que l'eau, finalement, est le miroir de la société, pour dire assez vite. Hop là. Non, c'est bon. L'eau est le miroir de la société. Et que, je vous ai dit au début, on se bat pour l'eau, on se bat avec l'eau. Eh bien, justement, parce que, effectivement, les conflits liés à l'eau reflètent les conflits sociaux et qu'il faut prendre les deux dans un système, on va le dire pour utiliser un mot difficile, de dialectique. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont l'un et l'autre en se renforçant. Là, je vous avais mis une petite image pour voir la complexité souvent des modes de régulation de l'eau. Ici, c'est pris dans un périmètre irrigué au Maroc. Et vous voyez ici, donc là, il y a un canal principal qui arrive ici. Et vous avez chacun de ces petites rigoles ici vont irriguer un champ qui appartient et même après il y a des subdivisions, mais enfin bon, à une et plusieurs personnes. Et donc ici, normalement, il y a tout un jeu pour mettre des pierres qui vont s'en ficher ici pour donner de l'eau. Là, il était entièrement ouvert pour démonstration, mais normalement, on ferme, on ouvre, selon évidemment des choses qui sont codifiées de façon extrêmement complexe. Et que donc, cette codification ici renvoie, et donc le miroir du fonctionnement de la société, donc tout ça est de façon très gérée, mais que, bien évidemment, s'il y a des conflits sociaux, notamment des héritages, dès qu'il y a des héritages, vous voyez que est-ce qu'on va subdiviser, donc finalement les conflits, on va avoir des conflits liés à l'eau, mais en fait ça ne va être la source du conflit, va être des conflits d'héritage qui n'ont pas grand-chose forcément, qui sont vraiment le conflit. Et par contre, s'il y a des problèmes ici, dans les canaux, parce qu'ils sont mal entretenus, et bien évidemment, ça va aussi refléter dans des conflits de familles, entre les familles, qui vont être extrêmement importants. Donc ça, c'est un peu l'idée, ici, rien qu'avec cette image, vous voyez cette idée qu'il y a ces réflexions, ces problèmes entre l'eau, miroir d'une société, les conflits liés à l'eau reflètent les conflits sociaux, et les conflits sociaux vont aussi donner une idée des conflits
liées à l'eau. Ce qui est, pour les géographes ici, Jamie Linton, qui a proposé justement cette idée de cycle hydrosocial pour montrer ces boucles entre H2O, la ressource en eau, les technologies, les infrastructures, les questions de pouvoir, de structure sociale, et que l'ensemble était lié dans un cercle qui est extrêmement complexe, et que donc, justement, pour comprendre les conflits liés à l'eau, il faut aller au-delà de la ressource, il faut même aller au-delà des systèmes techniques, mais de bien aller étudier le cycle hydrosocial pour voir comment on va dire, les conflits peuvent se résoudre, parce que l'idée, c'est pas tellement les étudier, mais aussi de proposer des façons de les résoudre. Mais c'est dans ce cadre du nexus et du cycle hydrosocial qu'on peut proposer des solutions. Alors, je vous avais remis ça que j'avais mis en introduction, mais pour maintenant, vous voyez bien à quoi ça fait référence. On se bat pour accéder, pour contrôler l'eau, mais on se bat aussi pour l'eau. Donc ça, avec l'eau, autour de l'eau, ça c'est le cycle hydrosocial, et on se bat pour des ressources liées à l'eau. Ça, c'est l'idée de nexus, alimentation, énergie, etc., etc. Alors, simplement, avant de finir cette partie, une ressource à l'une autre pareille, simplement pour vous dire qu'il y a quand même 3 sources de conflits particulières et de défis extrêmement importants actuellement. Le premier, c'est assurer l'approvisionnement en eau potable et assainissement, qui sont un peu les 3 grandes sources de conflits et de questionnements. Donc, il y a cette question d'eau potable et assainissement. Alors, vous l'avez peut-être vu déjà un peu la semaine dernière ou la précédente séance, Jean-Louis, je ne sais pas. Pardon ? La semaine passée, c'est ça, vous l'avez déjà vu un petit peu, cette question. D'accord, alors je vais revenir très rapidement. C'est qu'en gros, il y a actuellement 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. C'est les chiffres qui nous sont donnés par la Banque mondiale, l'ONU, etc. À peu près 600 millions. Voilà. Sauf que ces gens que vous voyez là, donc une photo que j'ai prise il y a un petit moment maintenant, mais à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, ces gens que vous voyez là, ils sont comptés comme ayant accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est 25 litres par personne. Un accès d'eau amélioré à 25 litres par personne et par jour à moins de 200 mètres d'une habitation. Donc là, vous voyez cette jeune fille, ce qui fait que c'est souvent les femmes qui s'occupent de l'eau en pays africain. Donc là, vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, il y a un robinet ici qui est bien relié au système général. Donc il y a de l'eau qui est potable, normalement. L'eau qui sort, elle est censée être potable, même s'il y a des fuites, etc. Mais enfin, elle est censée être potable. Ils sont bien à moins de 200 mètres de leur habitation et ils donnent bien 25 litres par personne et par jour. D'accord ? Donc, là, vous avez les gens qui sont là, ils sont comptés comme ayant accès à l'eau. D'accord ? En gros, il y a tout. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un espèce de gradient. Donc, il y a 600 millions qui n'ont même pas ça, c'est-à-dire qu'ils vont se fournir dans ce qu'on appelle des puits non améliorés, etc. etc. Rappelez, si je vous ai montré aussi les femmes là, qui puisaient dans leurs puits, elles sont aussi comptées ayant accès à l'eau. Si vous avez remarqué, il y a une margelle, donc c'est un accès amélioré, elles ont une poulie. Donc, elles aussi, elles sont comptées en ayant accès à l'eau. Donc, vous voyez ce que c'est que quand on n'a pas accès, c'est-à-dire qu'on va se fournir vraiment dans la rivière ou dans un puits où il y a des bestiaux qui viennent dedans, etc. etc. Donc, ça fait 600 millions. Donc, à peu près, il y a, on va dire, là c'est plus difficile à compter, entre 3 et 4 milliards de personnes qui sont entre ça et l'accès que vous connaissez en France, à peu près, parce que c'est plus difficile à compter, évidemment. C'est-à-dire un accès, ce qu'on appelle un bon accès, c'est-à-dire de l'eau à volonté, avec une bonne pression, sans coupure, enfin des coupures exceptionnelles, et de bonne qualité, de qualité toujours contrôlée. D'accord ? Donc, il faut avoir les 3. Ça serait entre, disons, 2 et 3 milliards qui ont à peu près ça. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais enfin bon. Et le reste, qui a un espèce de gradient. Si vous êtes allé en Afrique du Nord, par exemple, vous voyez que souvent, les gens ont l'eau au robinet. Mais il y a des coupures. Elle n'est pas forcément potable. Ils vous disent de ne pas la boire. Donc, eux, ils sont en haut du gradient. Ils ont presque le bon état. Mais vous voyez qu'il y a quand même des gros problèmes. Donc, ils ne sont pas exactement là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème encore extrême. Même si on vous dit 600 millions, ça ne peut paraître pas. C'est 10% de la population mondiale. Mais en fait, non. En fait, le problème, il reste posé très largement parce qu'il y a tout ce gradient que vous voyez ici. Et en Afrique, ça serait encore pire. Si on prenait l'Afrique, on aurait une très faible partie de la population qui a un bon accès à l'européenne, voire presque rien, parce qu'il y a toujours des coupures, il y a toujours des problèmes de pression, etc. Et la majeure partie qui serait au mieux dans cette situation ici. Simplement pour vous dire, l'assainissement, c'est encore pire, largement, puisque là, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès.
et 1 milliard qui aura un accès à peu près correct, et le reste qui va de ce cabanon ici. Alors là, c'est vaguement ventilé, donc c'est censé être amélioré jusqu'à ce que vous connaissez. D'accord, hein, donc là, il y a un énorme problème urbain. Le deuxième problème, c'est évidemment lié à l'alimentation pour 2 facteurs. Hein. Donc la première, c'est l'augmentation de la population mondiale, et le deuxième, c'est eh bien, la hausse du niveau de vie aussi, qui fait que plus on a le niveau de vie élevé, plus on va devoir avoir une consommation d'eau indirecte importante aussi. Donc là, il y a une pression extrêmement forte sur la ressource. Et puis, la troisième, c'est la question de la préservation de l'environnement. Alors ici, ce que vous voyez sur ces images, ici, c'est la salinisation des terres. Hein. C'est une vision de la mer d'Aral. Et en fait, pas tellement de la mer d'Aral, mais des périmètres irrigués qui sont autour de la mer d'Aral. Ce qui fait que, alors effectivement, techniquement, on sait, je vous dis, transférer de l'eau sur des kilomètres, hein, faire des prouesses, construire d'énormes barrages. Donc, à la limite, techniquement, on aurait des solutions pour apporter l'eau aux gens, pour effectivement irriguer des périmètres entrés, pour dessaler l'eau de mer. Sauf que ces questions, ces techniques, elles ont un coût environnemental et on ne peut pas tout faire. Ici, on a en Asie centrale un périmètre irrigué en plein désert, mal géré, mal contrôlé, mal drainé surtout, fait qu'il y a de la salinisation. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est de la salinisation, donc des sels qui remontent et qui finissent par rendre la terre complètement infertile, donc sans parler des problèmes de pollution liés évidemment à ici la salinisation, mais on aurait aussi ce qui reste dans la mer d'Aral résiduelle est bourré de pesticides, de nitrates, etc., etc. Et simplement pour vous dire qu'au niveau mondial, la ressource en eau est suffisante. Par contre, dans beaucoup de pays, on va vers une manque d'eau qui est cette fois-ci d'eau de qualité. C'est-à-dire que la qualité de l'eau se dégrade très rapidement. Hein. Le volume, la quantité d'eau renouvelable reste suffisant. Hein. Il y a des problèmes, on verra, conjoncturels qui deviennent des problèmes structurels, mais des problèmes conjoncturels de sécheresse, mais de variabilité climatique. Mais il y a un problème structurel cette fois-ci, 10 mois oui pour l'heure, de questions d'accès à l'eau et de qualité de l'eau cette fois-ci. Alors, j'avais simplement, et là je vais finir la première partie, une synthèse ici un peu des problèmes liés à l'eau, où en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la forte pression, c'est-à-dire la ressource, mais surtout les problèmes liés à la capacité d'adaptation, l'accès à l'eau, les problèmes de pollution industrielle, j'aurais pu remarquer également agricole, héritée, que vous voyez notamment dans les pays du Nord, même dans les pays qui ont une ressource suffisante, et puis des pays qui ont une combinaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire qui malheureusement ont des fois une pression sur la ressource, une faible capacité d'adaptation, un accès à l'eau potable défaillant, et puis également des pollutions industrielles. Des cas seraient par exemple l'Inde ou les pays émergents comme la Chine et l'Inde, ou encore l'Afrique du Sud que vous voyez ici, ou encore en partie le Brésil. Et donc c'est pour montrer une carte qui est très différente de celle de simplement on passe de la ressource au conflit, mais de voir dans cette ressource à nul autre pareil, vraiment une vision multifactorielle des problèmes liés à la ressource et des conflits qui peuvent en découler, avec le tout, et on pourrait parler là-dessus, d'une perspective qui n'est pas réjouissante, puisque on a une perspective donc d'un changement climatique, comme vous le savez, avec en fait plus qu'une pénurie généralisée, une, on va dire, aggravation des problèmes, que ce soit lié aux inondations avec plus d'eau dans des régions qui déjà souffraient souvent des questions d'inondation, et moins dans des régions, notamment le bassin méditerranéen que vous voyez ici, l'Afrique australe que vous voyez encore ici, l'Ouest américain ici, qui eux auront des pressions sur la ressource, une diminution et donc un accroissement des pressions sur la ressource et des conflits liés à la ressource cette fois-ci du fait du manque d'eau. On le voit bien assez dans le bassin méditerranéen. Alors, simplement pour vous dire que c'est une question fondamentale, mais on a peu de données encore. Et vous voyez que ici, vous avez mis, il y a certaines régions, mais tout ce que vous avez en assuré ici, c'est on commence à avoir à peu près une vision à peu près de ce qui peut se passer. Bon, il y a une convergence des modèles, mais tout le reste, vous voyez, tout ce qui est en blanc, donc c'est la plupart des endroits en fait du globe, en fait, il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas de...
les modèles divergent. Certains disent qu'il y aura plus de pluie, d'autres qui disent qu'on en aura moins, etc., etc. Et c'est encore pire quand on veut vraiment savoir ce qui va se passer. Parce que pour la France, vous voyez, bon, bah pour la France, on est là. Mais même là où c'est assuré, généralement, on dit oui, il y aura sur une année, il y aura peut-être plus de précipitations parce qu'on voit ça. Mais à savoir, est-ce qu'il y en aura plus l'hiver ou plus l'été, on n'a pas de vision sur le risque lié au réchauffement, au changement global et c'est encore largement du grand mystère. Enfin, largement de l'inconnu. On n'a aucune idée, très peu d'idées, disons, de savoir comment ça va se passer. Ça va être probablement plus sec dans le bassin méditerranéen en été, mais probablement plus humide en hiver. Donc, mais qu'est-ce qui va l'emporter sur les deux? On n'en a pas beaucoup d'idées. Et quand on dit plus humide, est-ce que ça va être plus humide avec des petites pluies? Donc ça serait très bien. Ou est-ce que ça va être plus humide avec des événements catastrophiques comme on en a connu à Nice, enfin dans la région niçoise récemment? On n'en sait rien non plus. Donc là, c'est une grande inconnue pour les gens qui travaillent sur l'eau. C'est un peu une parenthèse, mais enfin, c'est aussi une grande inconnue pour quels seront les conflits et les régions conflictuelles. Est-ce qu'il faut s'attendre plutôt à inondation ou d'autres? Alors, voilà, on fait signe de l'eau. Alors maintenant, pour revenir sur les conflits, alors je ne vais pas peut-être voir les détails, mais simplement pour vous donner comment se passent les conflits. Eh bien, il faut voir que ces conflits, on les a, on peut les écrire à différentes échelles, comme je l'ai dit, du local au régional. En régional, ça veut dire international sur ce sujet ici. Et que, eh bien, finalement, on peut les voir dans un continuum. Il ne faut pas opposer la géopolitique de l'eau d'un côté entre États et les problèmes liés ultra-locaux d'accès à l'eau dans les villes ou dans un périmètre irrigué. Mais au contraire, souvent, quand on étudie ces conflits, c'est que les conflits géopolitiques globaux sont effectivement un reflet, finalement, de problèmes nationaux qui ont été maltraités, voire également de problèmes locaux. Dans le bassin du Nil, c'est un cas évident, où finalement, la question de l'eau au niveau de l'Égypte et l'opposition Égypte-Éthiopie est très fortement liée, effectivement, Ici, il y a des problèmes internes à la fois de l'Éthiopie et des problèmes internes également de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte n'a pas du tout résolu ses problèmes fonciers, ses problèmes liés à l'utilisation de l'eau, à les économies d'eau locales, ce qui fait qu'elle reste extrêmement sensible aux questions liées à l'eau de niveau international. Et donc, il y a bien cette question de lien, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici, de lien entre les problèmes locaux et les problèmes qui sont d'ordre internationaux. Alors, ce qui montre aussi, c'est que généralement, les problèmes locaux, évidemment, leur répercussion est locale, pour ainsi dire, et donc la gravité reste relativement forte, faible, ici, et au contraire, on a un potentiel pour résoudre ce conflit qui peut être, on a plusieurs solutions, généralement techniques, pour les résoudre. Quand ça dégénère au niveau international ici, eh bien, la gravité commence à augmenter également, mais les potentiels de résolution peuvent être plus fins. Alors, je vais peut-être passer là-dessus rapidement pour vous demander que, ici j'avais préparé quelques diapos pour vous dire que la question des échelles, là je vous l'ai présenté de façon très simplifiée, mais qu'en bon géographe, on peut voir ça de façon beaucoup plus complexe avec différentes dimensions, on peut jouer sur les échelles, mais que si on regarde, donc, quelques exemples de conflits. Alors, les conflits les plus locaux, généralement, ils se trouvent autour, la plupart du temps, de puits, par exemple, comme vous l'avez ici, comme la photo que je vous avais montrée ici sur les puits. Et ils sont très fortement liés, et là je vais vous faire un petit exemple, ils sont très fortement liés à la fabrique sociale. Alors, par exemple, sur ce puits-là, c'est un anthropologue qui a travaillé dessus, et c'est pas ce puits-là, mais en gros, c'est pour vous montrer. Il avait installé, en bon coopérant, il avait installé ici des poulies. Vous voyez ces poulies ici. Donc, il avait installé des poulies en disant je fais bien, parce qu'avec ces poulies, les femmes, au lieu de tirer leur puits, de faire un maximum d'efforts, que ça plane des heures, elles vont faire ça en 5 minutes. Et la première fois, donc, il a installé ses poulies, il est parti, et il est revenu un mois plus tard, et les poulies étaient cassées. Donc, il s'est dit, bon, il a bien réfléchi encore en bon coopérant, il s'est dit, c'est parce que je n'ai pas fait d'éducation, et je n'ai pas appris aux femmes à s'occuper des poulies, elles savent mal les utiliser. Donc, il a fait un training, enfin un cours, pour leur faire apprendre à utiliser ces poulies. D'accord? Donc, ça marchait bien, très bien. Puis, il est revenu 2 mois plus tard, et ces poulies étaient recassées. Donc, il se disait, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, donc je refais une chose. Et pour le coup, il s'est dit, il y a quand même un problème, parce qu'il a eu l'impression qu'elles n'étaient pas cassées, elles ne s'étaient pas cassées toutes seules, ces poulies. Elles avaient été un peu sabotées.
Et en fait, en réfléchissant et en discutant avec les femmes, elle s'était dit que dans cette région du Kenya, les femmes restaient à la maison la plupart du temps, et le fait qu'elles aillent à l'eau, en fait, la façon, le moment où elles étaient autour du puits, à mettre des heures à tirer le puits, c'était aussi le seul moment où elles pouvaient sortir et discuter, régler tout un tas de problèmes, etc., etc. Et que donc, finalement, le fait qu'elles appuient sur un bouton, qu'elles remplissent leur seau en 5 minutes et qu'elles rentrent chez elles, ça ne leur plaisait pas du tout, du tout. D'accord, hein, donc il y a vraiment une résistance finalement à l'innovation technique. Alors bon, c'est un exemple pour vous donner, mais vous voyez que finalement les solutions techniques, les conflits liés à l'eau, souvent, là c'est pour vous donner un exemple, sont profondément ancrés dans la fabrique sociale, et que quand on touche à la technique aussi, eh bien on peut toucher également à des questions sociales extrêmement profondes, et que donc il faut faire vraiment attention. Les solutions techniques ne sont pas forcément les mêmes, et les conflits liés à l'eau, alors là plutôt c'était plutôt une amélioration, mais sont effectivement toujours très profondément ancrés dans les questions liées sociales. Nous, on avait fait une petite remarque, une petite recherche aussi à Khartoum, dans la capitale du Soudan, où là aussi, l'accès à l'eau est extrêmement lié. Donc, vous voyez qu'il y avait des puits construits par une ACF, Action contre la faim, qui a construit ces puits. Et ensuite, c'est distribué par ce système de personnes qui distribuent l'eau aux personnes avec des barils de pétrole soudés. Ici, c'est tiré par des ânes. Et après, ils vont de maison en maison distribuer l'eau ici qui est tirée de ce forage. Et là aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que vous avez des questions qui sont extrêmement complexes d'accès à l'eau. Certains ne marchent pas du tout, par exemple, parce que si vous faites un puits, mais que en fait, vous ne faites pas attention à ce qui est tiré des rapports d'ACF, ils sont très conscients là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait un puits et puis on dit tout le monde va le partager. Mais en fait, s'il y a des conflits préexistants dans les gens qui sont autour du conflit, du puits, eh bien, au lieu que ça soit comme ça, ou 3 semaines, enfin quelques années plus tard, le puits qu'ils avaient foré, un autre, un peu plus loin, a été retrouvé dans cet état-là. D'accord, donc vous voyez que, parce que les conflits sociaux entre les différents groupes d'habitants qui habitaient là, parce que c'est des régions où viennent des gens de différents pays, différentes régions qui arrivent dans la capitale, mais ils viennent de différentes régions. Il y a des gens du Darfour, il y a des gens du Soudan. Donc des fois, ça ne marche pas du tout. Il y a des énormes conflits sociaux et qui se répercutent sur l'eau. Et finalement, ce puits, il est resté inactif. Alors que l'autre, il y a une association qui a été extrêmement active et qui a effectivement réussi à faire marcher ce puits, à faire des marchés à côté, et tout un système de vente aussi qui a permis de persister. Ça n'a pas plu pour aller vite aussi. Et ce qui a expliqué que dans le puits qui était on a fait un organigramme un peu d'acteurs, je vais passer assez vite, mais dans le puits qui marchait bien, finalement, ils ont fortement résisté à la compagnie d'eau nationale qui, elle, arrivait avec ses tranchées. Et donc, il y a eu un conflit majeur ici entre les habitants qui géraient ce puits parce qu'ils avaient bien réussi à faire une communauté autour de ce puits, et puis l'État, enfin la ville de Khartoum, qui elle disait non, maintenant j'arrive et moi, il faut que vous arrêtiez votre puits. Ce puits, en fait, je vais le raccorder au réseau. Et donc là, on a un conflit, cette fois-ci lié à l'eau. Vous voyez que l'eau était miroir, ça ne marchait pas parce que la société ne marchait pas, puis après ça marchait bien autour de l'eau, et donc il y a eu un conflit quand on a voulu arrêter ce système. Donc je vais passer assez vite là-dessus, mais là on avait un conflit. Vous voyez comment les conflits locaux sont extrêmement liés à la fabrique sociale, et qu'on comprend les conflits qu'en faisant une étude quasiment géo-anthropologique autour de la technique, et la technique n'est pas suffisante pour expliquer ces conflits. Quand on est à l'échelle un peu plus intermédiaire, on va dire, là, c'est un peu différent. Nous, on avait fait une étude donc, avec Bernard Callas, que tu connais peut-être effectivement bien, qui est un géographe qui travaille spécialiste du Kenya, sur les questions d'accès à l'eau dans les roses, ici, et notamment les roses du Kenya. Vous savez que la plupart des roses, c'est encore le cas que vous achetez sur les marchés, que vous ont vendu, proposés dans les restaurants, viennent en grande partie de Naivasha, qui est un lac ici du Kenya, dans ces grandes fermes horticoles qui sont liées. Voilà, donc vous avez des gens, elles sont réfrigérées, en fait, elles sont envoyées ensuite par avion au niveau en France, notamment au moment de la Saint-Valentin. En Russie aussi, il y a des très fortes consommations, en Angleterre. Et vous avez ce lac ici qui se trouve à quelques kilomètres de Nairobi, près de Naivasha, qui est idéal en gros pour la culture de la rose, parce qu'il est relativement en altitude. Et bon, je vous avais montré quelques photos ici, donc vous voyez à quoi ça ressemble vu un peu du dessus, avec ces roses.
Alors, bon, je vais mettre des sous-titres. Et là, on avait vu, ce qu'on avait étudié, c'est un conflit qui portait à la fois sur la pollution du lac et notamment un grand conflit politique au Kenya en accusation, justement, des grandes fermes horticoles qui sont souvent possédées, mais pas tout le temps, souvent possédées par des entreprises européennes, notamment les Hollandais, mais il y a aussi des Indiens dans l'affaire, d'Inde, je veux dire, et qui montrent du doigt notamment ces fermes, notamment par la question de pollution. Il y avait eu des morts de poissons, des pollutions, et qui demandaient donc à la fermeture de ces fermes, ou le fait qu'elles payent beaucoup plus, ou le fait qu'elles payent beaucoup plus de taxes à l'État kényan, etc., qu'on voit d'ailleurs. Et ce qui a été intéressant ici, donc on a fait aussi, je vous passe aussi le détail ici pour vous montrer ces jeux d'acteurs, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir comment ce conflit, donc il y a là des parts environnementales, sur lequel, au fond, la cause environnementale, on la connaît relativement peu. Finalement, ce n'est pas une cause, la mort des poissons, pourquoi ils sont morts, comment cet objet environnemental, donc lié à l'eau, est devenu une source de conflit énorme, et comment dans ce conflit, finalement, les poissons, très vite, et les questions environnementales sont devenues une question complètement secondaire, et que ce qui est ressorti, finalement, et ce qu'on a montré ici, c'est qu'il y a tout le passé, en fait, colonial et actuel du Kenya qui est ressorti. Et notamment, ça a fait sur les questions de est-ce que les anciens colons doivent payer, à quel niveau les fermes tenues par des Occidentaux ou des étrangers doivent être tenues. Et il y avait aussi une question politique qui a été énormément politisée au Kenya sur cette question environnementale. Et ce qui nous a intéressé ici, c'est justement pour voir comment il y avait des conflits locaux de paiement, en gros, au niveau local des ouvriers, jusqu'au conflit local et national sur le Kenya, des questions nationales. Et puis, dans le cas des roses kenyanes, on est allé jusqu'au conflit. Ça a eu une répercussion internationale. Vous avez vu probablement dans la presse française des questions dans la presse européenne sur le bilan carbone, etc. Comment, finalement, un petit conflit, un petit problème lié à l'eau qui était une mort de poisson, a été finalement lié s'est enchaîné avec des conflits à la fois locaux, nationaux et puis internationaux sur les questions de également bilan carbone, mais aussi commerce équitable, etc., qui sont venus s'intégrer et finalement se cristalliser au cours de cette question de l'eau. Alors maintenant, si on voit, et je vais finir là-dessus, donc là c'est bon, il me reste une dizaine de diapositives, les questions internationales. Alors là aussi, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur cette question de puissance hydro-hégémonique au niveau des États, c'est-à-dire de voir des puissances qui sont capables d'imposer de façon souvent coercitive, mais dans le domaine de l'eau, on verra que c'est souvent établir pacifiquement un consensus, et que la puissance, les grands pays, que ce soit l'Égypte, les États-Unis, voire même la Turquie, en un certain sens, dans les bassins, généralement, ce qu'ils cherchent le plus possible, c'est d'établir pacifiquement un consensus qui s'appuie... Alors, comment ils font pour avoir cette puissance et imposer leur volonté dans les bassins versants internationaux? C'est souvent une expertise technique, c'est-à-dire communauté d'ingénieurs, généralement. Parce que comment se passe la négociation au niveau international dans les bassins versants? Il y a des questions extrêmement techniques, d'accord, sur le volume, le flux, la modélisation, etc. etc. Et évidemment, si vous êtes un État comme l'Afrique du Sud, qui a peu de ressources, mais qui a quand même un savoir-faire universitaire, etc., d'experts, de techniciens, dans un bassin versant comme celui de l'Orange, ils vont arriver avec des dossiers de 1000, 2000, 3000 pages. C'est vraiment énorme, souvent, la production scientifique qu'il y a derrière les gestions des bassins, et puis construire des barrages, etc., etc. Le Lesotho, qui est un petit État enclavé de 2 millions d'habitants, il ne va absolument pas avoir. Moi, quand j'y étais, il y avait un coopérant envoyé par la France, qui était censé là pour aider le Lesotho, alors que les Sud-Africains avaient 20, 30, 50, un ministère qui faisait 500 personnes, qui employait 500 personnes. C'est pareil, pour être l'Égypte face à l'Ouganda, etc., etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point, et ça permet donc d'établir un consensus, parce que quand il faut prendre une décision, le Lesotho n'a pas du tout les cartes en main, alors que l'Afrique du Sud a toutes les cartes en main pour imposer de façon finalement non coercitive, c'est ce qu'elle veut, effectivement, en disant il faut faire ça, ça et ça, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, etc.
il y a la capacité financière, bon, qui est aussi importante, la capacité propre, et puis souvent des soutiens politiques, des relais au niveau national qui poussent à la valorisation des ressources en eau. Donc, là-dedans, il y a dans ces risques, alors je vais peut-être aller directement au cas africain, peut-être pour que ça donne des choses. Si vous voyez ici, c'est l'Afrique avec ses bassins versants transfrontaliers, qui ne correspondent pas du tout aux frontières des États. Ici, vous avez le Nil, ici, vous avez le Congo, vous avez ici l'Afrique australe avec le Zambèze, l'Orange, le Limpopo ici, et vous avez par exemple le Niger ou le lac Tchad. Vous voyez que les plupart des grands bassins versants sont transfrontaliers. Si vous avez ici, ce qu'on prend un peu les ressources annuelles, on voit que ça c'est exactement Falkenmark. On a une vision, le Congo, le fleuve principal, le Nil finalement pas très important, le Zambèze ici, et des régions bien dotées ici en bleu et des régions qui ont des ressources faibles. Mais comme je vous l'ai dit, ça montre assez peu. Et finalement, quand on regarde, ce qui est important, ces puissances hydrogéoméniques, c'est les puissances qui ont la capacité, et justement, cette capacité technique, cette capacité financière. Et on a une vision extrêmement différente entre finalement deux puissances hydrogéoméniques importantes, que sont l'Égypte ici et l'Afrique du Sud ici, qui ont des capacités d'imposer finalement leur volonté sur le bassin du Nil largement et le bassin, en gros l'Afrique australe pour l'Afrique du Sud de l'autre, face à des États châteaux d'eau qui sont finalement relativement bien dotés en eau, mais qui n'ont pas du tout la capacité d'adaptation. Que ce soit ici le petit Lesotho, qui est bien arrosé, mais qui a des ressources faibles, ou encore l'Éthiopie, alors qu'elle a une position un peu intermédiaire, c'est qu'à la fois, elle a la ressource, mais en même temps, elle a tendance à se développer et s'imposer comme une nouvelle puissance hydrogéométrique. On aurait un peu la même chose ici entre le Nigeria, une puissance économique de l'Afrique occidentale, face aux États comme ici la Guinée, qui a la ressource en eau, mais qui est beaucoup plus faible. Et donc, la capacité d'adaptation permet un rééquilibrage, pour ainsi dire, très fort dans les bassins versants. À partir de là, on peut regarder effectivement les bassins à risque. Et là où il y a le plus de risques ici, ce sont dans les bassins où il y a une opposition entre puissances hydropolitiques. Et puis également, le facteur important finalement dans ces conflits liés à l'eau au niveau international, c'est les facteurs aggravants politiques qui peuvent être d'ordre religieux, qui peuvent être d'ordre géopolitique, mais n'ayant rien à voir avec l'eau directement, et qui peuvent être également des questions de frontières, mais qui n'ont pas lien avec l'eau directement, etc. Qui est quasiment un peu ici le facteur aggravant. Alors, pour conclure, il me reste 2 minutes, c'est ça, pour conclure. J'ai même... Ah d'accord, je croyais que j'avais 2 minutes pour conclure. D'accord. Non, je crois que tu m'avais fait voir, tu regardais ta montre. Donc je croyais 20h45, si on a 3 quarts d'heure de questions, c'est ça, on va prendre à peu près. Ok, donc je vais finir donc, sur peut-être... Alors, une peut-être dernière idée, c'est que dans le cas du bassin du Nil, ce qu'on remarque aussi, c'est que, vous voyez que les conflits locaux, finalement, des conflits liés à l'eau dans une ville, comme Khartoum par exemple, peuvent dégénérer au niveau national, c'est-à-dire que effectivement le problème de l'eau se pose dans l'ensemble du Soudan, donc c'est une question nationale. Et après, évidemment, le Soudan, ça fragilise sa position dans le bassin du Nil. Donc on a bien un lien entre les deux ici. Et pareil, c'est-à-dire que ces conflits régionaux, c'est-à-dire que des États qui sont en position d'aval et qui sont obligés de restreindre un peu leur demande en eau, comme l'Afrique du Sud, eh bien évidemment, ils sont obligés de repartager à l'intérieur. Donc il y a des pressions qui se posent au niveau local, donc ça crée au niveau à l'intérieur des pays des pressions, par exemple en disant tel périmètre en eau va avoir moins d'eau, et donc comme il va avoir moins d'eau, il va avoir réduire le balance entre les villes et les périmètres irrigués, par exemple, comme ce qui se fait en Afrique du Sud. Donc là, vous avez bien un conflit local, un conflit international qui a des répercussions au niveau national. Et pareil, après, s'il y a des restrictions dans un périmètre irrigué, ça va aggraver les conflits à l'intérieur même de ce périmètre irrigué, puisqu'il y a des agriculteurs qui vont devoir se sacrifier, d'autres non, etc. etc. Donc on a bien ce que je voulais vous montrer comme idée, un gradient et une imbrication des conflits du local au global. C'est bon ? Alors, là-dessus, donc, je reviendrai en conclusion. C'est-à-dire que maintenant, si on regarde ces conflits liés à l'eau, est-ce qu'on va plutôt vers les conflits ou la coopération? Et des chercheurs comme
Aaron Wolf de l'Université d'Oregon, hein, aux États-Unis, a fait un bilan, en gros, de tous les conflits liés à l'eau entre... Alors, il a fait une mise à jour en 1948 à 2008, et au niveau international ici. Ce qu'il a remarqué, c'est que la coopération, que vous voyez ici, hein, en vert, l'emportait très largement. C'est-à-dire que l'eau, quand on regarde hein, maintenant, je vous ai dit, c'est un objet de conflit, c'est un objet de coopération. On voit bien que la coopération au niveau international, que ça aille hein, de soutien verbal officiel, soutien modéré, officiel, etc. Bon, c'est traduit de l'anglais, donc ce n'est pas forcément exactement juste, mais en gros que les accords économiques et technologiques industriels, vous voyez qu'il y en a 296, c'est quasiment plus hein, que l'ensemble, hein, si vous regardez les accords, etc., domine largement, même par rapport à l'hostilité verbale modérée, l'hostilité verbale officielle forte. Ah, et si vous regardez dans le bassin du Nil, hein, on en est à peu près, même dans les cas les plus critiques, on est souvent à ce niveau ici, hein, c'est-à-dire qu'on est dans l'hostilité, les Égyptiens protestent contre le remplissage des barrages éthiopiens, mais ça ne va pas beaucoup au-delà de la protestation officielle, en disant nous ne sommes pas d'accord, mais nous discutons quand même. Donc vous voyez que la plupart du temps, on arrive d'ici. Tout ce qu'il a noté ici dans les guerres, donc il y avait 0. Les actions militaires, la plupart du temps, la plupart sont concentrées en fait dans la région Israël-Palestine. Hein, et la plupart aussi n'ont structurellement un rapport relativement lointain avec la question de l'eau. Effectivement, ça concerne l'eau. L'eau est un des facteurs, mais elle n'est pas le facteur principal. Hein. On pourrait revenir là-dessus, mais dans ce cas particulier, mais généralement, c'est très concentré au Moyen-Orient et Proche et Moyen-Orient, et on est souvent dans des situations qui sont vraiment complexes, mais il a relevé quelques actions, mais vous voyez que là-dessus, la coopération l'emporte largement, que effectivement, ici, au niveau international, l'UNESCO avait un programme, notamment, hein, de passer de conflit potentiel à la coopération potentielle, hein, donc aller au-delà de la coopération, et que si on regarde, effectivement, au niveau international, quand on regarde les grands bassins, le nombre d'accords, hein, vous regardez les nombreux traités, et même ici, dans le bassin du Nil, vous avez le bassin du Danube ici, le bassin du Saint-Laurent ici, hein, vous avez des coopérations qui dominent extrêmement largement. Hein, même ici, dans le bassin de l'Indus que vous avez ici, hein, partagé entre l'Inde et le Pakistan, qui sont deux puissances rivales, hein, qui sont parfois au bord de la guerre, eh bien, l'accord qui a été signé en 1947, il est toujours viable. Et finalement, c'est un des points à la gestion de ces eaux de l'Indus où finalement, ça se passe le moins mal entre l'Inde et le Pakistan, hein, où on a finalement une coopération qui est relativement valable. Alors, est-ce que pour autant, etc., on peut dire que l'eau, tout va bien dans le domaine de l'eau? Alors, je vais citer une petite... le géographe Tony Allan, hein, qui était à Londres et qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'eau, et il disait quelque chose qui était de l'ordre de les hydro-optimistes. Les gens qui sont optimistes dans le domaine de l'eau ont raison, mais ils sont dangereux. Et les hydro-pessimistes, c'est-à-dire ceux qui sont très pessimistes, ont tort, mais il faut les écouter. En gros, c'est-à-dire, hein, vous voyez à peu près le niveau, hein, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, et si pensait lui, hein, c'était qu'il est décédé il y a 2 ans, que tous les moyens techniques, on a tous les moyens techniques de résoudre les problèmes de l'eau. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème technique, la question de l'eau. Ce n'est même pas un problème, j'allais dire, de variabilité climatique. Hein. Là aussi, on sait remédier à ces problèmes de variabilité climatique. On aurait des solutions possibles. Hein. Mais que le problème de l'eau est avant tout un problème d'imbrication dans la fabrique sociale et le reflet des problèmes sociaux. Et ça ne veut pas dire donc, ces questions de l'eau, donc l'optimisme, effectivement, est bon, mais que si on est trop optimiste, eh bien, finalement, tous ces problèmes qui ne sont pas forcément reliés à l'eau peuvent dégénérer, et par manque de volontarisme de les résoudre, eh bien, ils vont finalement se réaliser. Donc on peut optimiser sur la façon de comment vont se passer les conflits liés à l'eau au XXIe siècle, mais il faut avoir un certain, finalement, rationnel de dire non, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut être proactif dans la résolution de ces problèmes de l'eau. Et les guerres de l'eau ne sont pas manifestées. Il n'y a pas de raison que, en fait, elles se manifestent, mais pour ainsi dire, il faut faire presque comme si elles allaient arriver pour justement anticiper. Et c'est bien, je finirai peut-être là-dessus, le gros problème des questions de l'eau, et on va revenir sur le réchauffement climatique, c'est le changement climatique, c'est que
un problème de l'eau, ça se règle maintenant, on réglera les problèmes de 2050. D'accord ? Et actuellement, les conflits actuels, souvent, sont liés à des mauvaises politiques qui ont été faites dans les années 1990. Vous avez même un exemple simple. Vous savez qu'il y a un gros problème de nitrates dans l'eau, dans les eaux souterraines, des nitrates dans les eaux souterraines. Ce qu'on trouve dans les eaux souterraines actuellement, c'est ce qui a été mis en 1990. En gros, il y a à peu près 20-30 ans, là on a une étude avec l'Université de Nanterre dans le Vexin, ce qu'on retrouve maintenant, des résidus d'atrazine, c'est des résidus qui ont été mis en 1990. Donc c'est ce qui a été fait dans les années 80-90. On a le problème, et des problèmes graves. Alors, ce n'est pas des conflits urgents, mais enfin, c'est pareil, c'est le manque d'investissement. Un investissement sur un barrage, il faut le concevoir maintenant pour qu'il soit en eau en 2050 et pour qu'il résolve les problèmes des années 2080. Donc, on n'en a aucune idée, en fait. Et donc, c'est ça, la question principale, c'est que la question de l'eau demande une résolution sur un temps extrêmement long, qui dépasse souvent très largement les questions géopolitiques, on va dire classiques, qui se déroulent sur des temps beaucoup plus courts. D'où le problème, à mon avis, actuellement, pour les problèmes liés à l'eau, c'est qu'on a une incertitude qui est extrêmement grave sur la période, enfin, qui est extrêmement importante sur la période 2050. On n'a pas de vision, on ne sait pas comment ça va se passer. Et là, on a un énorme problème pour savoir effectivement que faire. Est-ce qu'il faut faire plus de barrages? Est-ce qu'il faut en faire moins? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être plus des risques d'inondation aggravés ou au contraire des risques de sécheresse aggravés? L'idée actuellement sur laquelle les gens travaillent, c'est de dire plus les systèmes techniques et plus les écosystèmes sont résilients, plus ils seront en bon état maintenant, plus ça sera facile pour les gens qui seront en charge en 2050 de gérer les conflits, problèmes. On ne les verra pas, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais plus on a de la résilience actuelle, donc plus on a de l'adaptabilité, plus ça sera facile ensuite de résoudre les conflits liés à l'eau qui auront lieu en 2050 ou en 2080. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et on peut donc discuter en espérant avoir un peu éclairci certaines questions. Oui, alors, à la demande, je ne vais pas rentrer dans des cas précis, là, ça nous aurait pris trop de temps, mais on peut discuter aussi de cas un peu plus précis maintenant. Oui, oui. Il y a une question là. Après, il y avait monsieur aussi. Là-bas, et puis je viens vous voir. D'accord. On va peut-être en prendre 3-4. Ça, c'est si vous avez un, c'est mieux. Alors, je vais peut-être commencer par en poser deux, je ne sais pas si j'ai le droit. La première, c'était justement, vous en avez reparlé à la fin sur la carte que vous avez montrée de la conséquence sur l'eau du changement climatique. Donc il y avait une petite partie de région qui était assurée. Alors, je vais revenir. C'est-à-dire qu'on avait des prévisions. Oui, c'est pas la dernière, mais enfin bon. Oui, non, mais c'est pas. Oui, c'est ça. Alors pourquoi ces régions-là? Est-ce que c'est parce qu'elles ont été étudiées ou est-ce qu'elles ont des facteurs particuliers au niveau de, disons, au niveau de leur géographie ou de leur qui expliquent ça? Et alors ma deuxième question complètement différente, c'est est-ce que éventuellement vous pourriez parler un petit peu au niveau européen? Est-ce qu'il y a des zones il y a des problèmes d'eau au niveau européen, qui semble quand même être une région moins affectée que le reste, que beaucoup d'autres endroits dans le monde. Ok. Est-ce que vous avez rien fait? Oui. Voilà, je sais plus où j'ai mis. Attendez. Merci. Oui. Moi, c'est une question assez différente. Est-ce qu'on parle, comme on peut parler parfois de sobriété énergétique, de sobriété hydrique? Je pense en particulier, d'une part sur le plan agricole, aux techniques de permaculture qui permettent de cultiver même en région sèche sans arroser, et aussi aux toilettes sèches dans les pays occidentaux, parce que c'est quand même une absurdité ce qui se passe au niveau des toilettes.
Et puis également sur le plan du projet de renucléarisation de la France, parce que les centrales nucléaires sont très consommatrices, enfin consommatrices je ne sais pas, mais en tout cas elles utilisent beaucoup l'eau et la réchauffent. Il y avait une question Oui, là, merci. au fond. Ouais, ma question rejoint celle de monsieur, c'est que sur la première carte, une des premières cartes du début, Oui. j'ai été surpris de voir la Pologne en rouge et de voir l'Angleterre en orange. Pourtant, on se dit qu'ils ne doivent pas manquer d'eau. Oui, oui, j'ai remarqué ça aussi. Oui. Voilà. Ah oui. Ok. Voilà. J'avais aussi pour la Pologne. Quand même, la Pologne, ça neige. L'Allemagne aussi. Oui, c'est C'est bon, il y a d'autres... Tu peux peut-être répondre. Bon, je vais répondre déjà à ces trois premières. Alors, ici, pour l'indice de Falkenmark, on divise simplement la ressource par la population, hein, et c'est pas tellement l'eau de pluie, c'est de l'eau de surface qui coule dans les rivières. Donc, il faut voir que c'est pas tellement, l'Angleterre n'est pas si arrosée que ça. Il pleut tout le temps, mais pas tellement énormément par rapport au volume d'eau, enfin aux précipitations globales par rapport à la RDC. Ça doit être 600, 800 mm en Angleterre. Vous pouvez avoir des questions de la RDC qui sont à 2000, 3000 mm par an. Hein. Le Brésil aussi, le bassin de l'Amazone, il pleut beaucoup plus. Donc bon. Et la population est importante aussi. La densité de population, hein, c'est très lié à la densité de population. C'est un reproche d'ailleurs qui est fait à cet indice, c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout en compte le fait que, en Angleterre, effectivement, il pleut peut-être pas énormément si vous prenez la précipitation brute, mais il pleut tout le temps, donc il y a tout le temps de l'eau, et qui va avoir un chiffre qui va être finalement assez bas par rapport à des pays comme ici le Niger, où vous avez déjà le fleuve Niger qui vient d'un autre pays, mais en plus où les précipitations vont être sur 2-3 mois, et puis il peut y avoir une année complètement vide. Donc c'est des moyennes annuelles auxquelles il faut faire attention. Après, il y a des questions par pays, par exemple l'Espagne où elles apparaissent en vert, parce que en fait toute la partie nord de l'Espagne, la Galice, etc., il pleut énormément en fait, et tout le temps. Et donc ce qui fait que si vous faites la partie méditerranéenne, ici apparaîtrait en fait, si on zoomait par pays, quelque part en orange foncé, et par contre la partie qui est sur la côte atlantique apparaîtrait en vert foncé. Donc là aussi, pareil pour l'Australie. L'Australie, le nord est très arrosé, alors que le sud, donc là ça donne une vision faussée. Pareil aux États-Unis, où vous auriez les États-Unis, l'ouest qui apparaîtrait à peu près la couleur de l'Algérie, alors que évidemment la Louisiane, tout ça c'est très arrosé. Et donc si vous faites la moyenne, ça n'a pas grand sens. Pareil pour la Chine. Bon, la Chine c'est la densité de population, etc. etc. D'accord, donc c'est un des effets trompeurs de cette question, parce que ça mêle des pays qui parfois n'ont rien à voir, et des régions qui n'ont rien à voir dans des pays, et puis deux, ça ne prend pas du tout en compte la variabilité intra-annuelle. Les pays qui ont une grosse saison sèche et une saison humide, ça va être beaucoup plus difficile que des pays où il y a tout le temps de l'eau, comme l'Angleterre, la Pologne, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est trompeur, effectivement. Mais c'est souvent très fortement utilisé. Souvent, dans pas mal d'ouvrages, etc., vous dites il y a pénurie, on part de Falkenmark, il y a pénurie, et on arrive à dire il y a un risque de guerre de l'eau, alors que c'est pas vrai. En tout cas, ce n'est que très partiellement vrai. Ici, alors simplement, cette carte, elle est faite. Vous savez que c'est des modèles, une maille de encore une centaine, je pense que là c'était encore en 100 km. Donc vous aviez ces modèles théoriques de modélisation des précipitations qui tournent en fait. Et donc l'idée c'est qu'ils ont superposé, pour faire cette carte, ils ont superposé les 12 modèles, d'accord, et dans certaines régions seulement, qui apparaissent ici en hachure, alors parfois de façon un peu insolite, il y avait une convergence, c'est-à-dire que le signe plus ou de plus, etc., à -2 en pourcentage, ici, convergeait dans 90%, c'est-à-dire en gros 11 modèles sur 12 donnaient le même signal. Okay, donc c'était ça l'idée, et que donc on pouvait avoir là-dedans, en tout cas les modèles donnaient la même chose. Alors ce qui se passe, c'est que on est à peu près sûr là-dessus que sur les hautes latitudes, les précipitations vont augmenter.
Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, la Sibérie, le nord du Canada. Bon, c'est bien, mais enfin, en gros, si vous faites la population qui doit se trouver dans ces zones-là, c'est peut-être même 1% de la population mondiale, en gros, quoi. Même pas, je pense. Enfin, c'est des régions qui sont extrêmement peu peuplées, donc c'est pas très intéressant de savoir ça. Ici, vous voyez que sinon, sur le reste, effectivement, on a juste au-dessus l'Ouest américain, le bassin méditerranéen, hein, en gros. Pour les zones sahéliennes, c'est encore très peu clair, même si on penserait plutôt qu'il y ait une augmentation des précipitations. Un peu, effectivement, la Chine un peu plus aussi. L'idée, c'est que donc on aurait une montée vers le nord et vers le sud, hein, donc c'est-à-dire que les zones désertiques monteraient un peu vers le nord, ce qui fait que la mousson africaine ici monterait également vers le nord, hein, donc un peu plus de précipitations. Donc les zones climatiques se déplaceraient vers le nord, ce qui ferait que la Méditerranée effectivement se retrouverait plus sèche, ou l'Ouest américain se retrouverait également un peu plus sec, hein, la zone désertique ici monterait vers le nord. Mais comme dire, la grande incertitude, c'est que comme je vous disais, vous voyez sur Falkenmark, l'important, c'est pas la moyenne annuelle, parce que la moyenne annuelle de l'eau, c'est pas très important en fait. Dans le fond, l'important, c'est d'avoir de l'eau là où on en a besoin, quand on en a besoin. Hein, c'est pas la moyenne annuelle qui compte, il faut avoir de l'eau là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Essentiellement les cultures. Pour l'urbain, il faut avoir de l'eau en permanence, hein, et pour les cultures, il faut avoir de l'eau besoin. Hein, les hydrologues l'ont bien marqué, il faut avoir de l'eau au moment cruciaux, hein, des récoltes, hein, enfin de la semence, des récoltes, etc., de la germination. Donc il y a des points extrêmement. Donc l'idée que la moyenne change, c'est pas tellement important. Là, ce que les gens essayent de voir, c'est quand est-ce que ça va bouger. Et dans le bassin méditerranéen, malheureusement, les études, alors c'est pas fixé, mais l'idée, ça serait qu'il y aurait plus de sécheresse l'été et plus d'eau l'hiver. C'est-à-dire que l'été, ça serait plus dur de gérer en fait. Et un peu pareil peut-être dans les régions sahéliennes, c'est-à-dire que plus de précipitations catastrophiques, mais par contre aussi des possibilités qu'il n'y ait pas d'eau pendant 1 ou 2 années, ce qui rendrait des choses extrêmement difficiles à gérer. Hein, c'est un peu l'idée actuellement, mais il y a très peu de certitudes. Et donc, après, comment faire, parce que tout ça a des conséquences pratiques, comment faire des plans locaux d'urbanisme en sachant pas vraiment qu'est-ce qui viendrait zone inondable, qu'est-ce qui ne le serait plus, comment prévoir des cultures, est-ce qu'il faut faire des barrages ou non, il y a toutes ces questions qui se posent actuellement, et ça crée des problèmes. Hein. Vous n'avez qu'à voir que dans le sud de la France, Sivins, les bassines, etc., c'est déjà lié au fait que les gens se disent, bah oui, mais le barrage, il faut le faire maintenant parce que pour l'avoir en 2050. Donc on a bien des conflits massifs liés à cette question de maîtrise et de prospective souvent sur ces régions liées à l'eau, mais avec très peu d'idées. Il y avait une question sur la DCE, enfin l'Europe plus exactement. Donc dans l'Union européenne en tout cas, tout est réglé par, enfin il y a une directive cadre, donc un texte cadre qui est censé viser au bon état écologique des masses d'eau en Europe, de toutes les masses d'eau. Donc il y a un effort qui a été considérable pour gérer les masses d'eau en Europe. Et en plus un point particulier sur les districts hydrographiques qui s'appellent les masses d'eau transfrontalières. Donc là-dedans, c'est plutôt en Europe un facteur de coopération. Le problème dans les masses d'eau en France notamment, hein, le bon état écologique, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de pollution et qu'il y a un retour, hein, notamment des animaux, enfin de tout ce qui est poissons. Et donc il y a un gros effort aussi qui est fait de restauration écologique. Mais le problème, donc, on va dire que presque l'Union européenne est censée être un peu exemplaire, hein, quasiment dans sa façon au moins théorique de gérer les ressources en eau, hein, puisqu'il y a cette question. Et on va même plutôt, hein, les actions sont plus de restauration écologique. Ce qui ne va pas, hein, on a une collègue à Nanterre qui travaille beaucoup sur l'enlèvement des barrages, hein, puisque la tendance c'est l'enlèvement des barrages. Hein, on enlève des barrages, notamment en Normandie. Et en fait, on voit que mettre un barrage, ça crée un conflit. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord et pas d'accord, mais enlever les barrages, ça crée aussi beaucoup de conflits, parce que il y avait tous les gens qui avaient leur cabane, qui faisaient de la pêche sur le barrage et qui ne sont pas du tout contents du fait de ces barrages. Et un deuxième problème en Europe occidentale, alors l'Europe méditerranéenne est un peu particulière parce qu'elle a un peu les mêmes questions de manque d'eau, pression sur la ressource, hein, qui est celle des pays du sud de la Méditerranée, mais dans le reste de l'Union européenne, c'est les pollutions héritées qui sont aussi un énorme problème.
Donc les pollutions, vous connaissez les PCB, vous avez entendu parler, effectivement, des PCB polychlorobenzène, c'est-à-dire des choses qui ont été interdites en 1987 en France, donc ça fait 43 ans maintenant, qui sont probablement cancérogènes et qu'on trouve quasiment dans tous les sédiments des cours d'eau. Actuellement, et c'est très, on peut quasiment pas l'enlever, et donc on les enfouit, quand ils sortent ça donne des interdictions, donc il y a beaucoup de problèmes là-dessus, des pollutions héritées, et puis des pollutions émergentes comme les microplastiques, les antibiotiques, les produits, les perturbateurs endocriniens, etc., donc tout ce que des médicaments que les gens absorbent et qui se retrouvent dans l'eau. Et donc aussi, là aussi, on a des choses qui peuvent avoir été mises et non interdites il y a 20, 30, 40 ans et qui se retrouvent encore, puisqu'elles sont dans la chaîne alimentaire, dans les sédiments des rivières. Il faut un certain temps pour les sortir. Mais j'allais dire qu'on est plutôt en progrès au niveau européen, même si c'est compliqué, notamment pour les polluants agricoles qui sont très difficiles à maîtriser. Alors ensuite, là, il y avait une question sur la sobriété hydrique. Alors, oui, alors j'allais dire oui, c'est une question qui est vraiment importante. Alors, ça peut être contre-intuitif, mais en fait, en discutant, nous on a un master, donc on invite pas mal d'intervenants qui sont justement dans les questions des gens qui font de l'adduction d'eau. On en a un qui travaille sur Nanterre, on a Eau de Paris qui distribue de l'eau dans toute la région parisienne, enfin dans Paris essentiellement, ils sont 3 millions d'usagers. Et actuellement, le problème, en off, ce qu'ils disent, c'est que les gens ont trop bien appris ce qu'il fallait faire. Et ils prennent des douches au lieu de prendre des bains, ils coupent l'eau quand il faut les choses, et quand ils se lavent les dents, etc., c'est très bien. Mais pour eux, c'est pas bien du tout. Parce que, en fait, la consommation baisse assez rapidement, de l'ordre de 2% par an. Donc c'est vraiment important. Et par contre, le réseau, il est toujours de la même... on ne va pas réduire les canalisations. Donc le réseau... Et donc, ils ont un problème de chiffre d'affaires qui est extrêmement important. Parce que ils sont dans le cas d'une entreprise qui voit son chiffre d'affaires baisser de 2% par an. Et ils ont des gros problèmes. Parce que, donc, soit on va augmenter le prix, comme ça c'est bien, mais donc là, bref, ça passe pas. Et puis les gens, en plus, si on augmente le prix, ils économiseraient encore plus, donc ça marche pas. donc voilà. Et donc, ils ont vraiment des gros soucis pour maintenir en fait le niveau, d'autant plus qu'ils doivent renouveler les canalisations, qu'une usine de potabilisation, on ne détruit pas des choses, enfin il faut les garder. Donc il y a des usines qui ne marchent pas en région parisienne, c'est-à-dire qu'il y a des usines au de Paris, il y a certaines usines de potabilisation qu'ils ont coupées en fait, parce qu'elles ne leur servent plus à rien. Et ils absorbent en fait. Là, ça se passe en région parisienne, c'est-à-dire qu'au de Paris, par exemple, essaye d'absorber des petits fournisseurs, mais ils font partie tous, c'est-à-dire que Veolia absorbe Suez, etc., etc. Ils sont obligés de grossir pour faire des économies d'échelle. Donc voilà. Donc la sobriété, vous voyez ce que je dis. Mais actuellement, on descend. Ça, c'est le cas valable en Europe de l'Ouest. C'est pas. Il y a aux États-Unis, par exemple, il y a encore énormément de marge. D'accord, peuvent encore baisser très fortement. Mais actuellement, même les villes de Los Angeles, etc., Phoenix, ont une baisse très notable de la consommation d'eau urbaine dans les villes occidentales. En revanche, ça monte beaucoup dans les villes du Sud. Et c'est là qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'avec la hausse du niveau de vie, l'urbanisation, dans toutes les villes africaines, voire d'Amérique latine, Inde et Chine et pays émergents, là, vous avez une montée extrêmement rapide et une pression sur la ressource urbaine, de fait que aussi la population urbaine augmente très rapidement, alors qu'elle est quand même relativement stable dans les pays déjà développés. C'est pour vous dire un peu où on en est dans la sobriété. Je voulais parler surtout de l'agriculture en Afrique, par exemple, parce que je sais que Pierre Rabhi va là-bas, justement, parce qu'ils ont importé des méthodes agricoles d'Occident qui sont totalement inadaptées à leur produit qui est beaucoup plus mince. Et il y a d'autres techniques, notre affreuse agriculture pesticidée et intensive, et qui sont très peu consommatrices en eau. Est-ce que ça, les pays y font attention? C'est une solution. Oui, alors, en fait, il y a deux choses.
C'est-à-dire que il y a ce que vous cultivez, qui est la première chose, et la deuxième chose, c'est comment vous le cultivez, comment vous le riguez. Donc effectivement, c'est lié, hein. les deux sont liés, mais ils correspondent à des logiques qui ne sont pas les mêmes. Parce que souvent les pays, alors moi j'ai pu travailler en Afrique du Sud, mais c'est pareil pour l'Ouest des États-Unis, ils ont dit bon bah l'eau est rare, donc il faut la valoriser. Et comment valoriser l'eau? C'est faire des produits à l'exportation. Hein, les roses kenyanes, c'est beaucoup plus efficace parce que ça rapporte énormément. Hein, ça crée des milliers d'emplois, puis ça rapporte énormément plutôt que les cultures non irriguées, hein, sorgho, etc. Donc le vivrier pour aller vite. Hein. Et donc ils ont beaucoup forcé, hein, il y a des politiques étatiques qui ont été dit, voilà, on va mieux valoriser notre eau, donc on va passer à la culture d'exportation irriguée. Hein, c'est-à-dire la banane, quand vous promenez dans les pays du Sud, vous verrez des choses qui paraissent aberrantes, mais qui correspondent à une logique économique. Hein. C'est-à-dire qu'au Maroc, on a des bananes sous serre, hein, ils exportent de la banane sous serre, de la fraise, etc., etc. En Afrique du Sud, là moi où j'ai travaillé, ils exportent du raisin de table, par exemple. Hein, ils ont du raisin de table à contre-saison. Donc pour fournir les marchés européens en décembre, ils font du raisin de table, etc. Au détriment des cultures, évidemment, qui pourraient être plus adaptées au marché local. Mais ça, c'est un problème qui dépasse très largement. C'est des politiques agraires. Peut-être que Jean-Louis, tu pourrais dire plus là-dessus sur les exemples que tu as pu voir, mais c'était Anaïs Marshall, les asperges au Pérou, enfin tout un set de suite. Donc on voit surtout un développement extrêmement rapide de ces cultures d'exportation, mais qui ont, dans la logique des ingénieurs locaux, mettons, se disent que c'est la meilleure façon de valoriser notre eau rare, quitte à importer ensuite des produits à faible valeur ajoutée, comme le riz de Thaïlande, hein, qui ne coûte pas cher, et il vaut mieux pour le Kenya dire j'importe du riz ou du blé des États-Unis, qui coûte finalement pas très cher, et donc sous forme virtuelle, en gros j'importe de l'eau sous forme virtuelle, et je réexporte, j'utilise mon eau pour faire du raisin de table, et je fais un bénéfice de 8 en gros dedans, enfin fois 8, fois 10, fois 20, hein, et passer de la luzerne à... voilà, on arrête la luzerne, on fait du raisin de table, par exemple. Ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas les mêmes agriculteurs. Mais là, vous voyez, hein, ça crée évidemment ça crée des gros conflits au niveau des périmètres irrigués, parce qu'entre les paysans qui ne sont pas vraiment chassés, mais ils sont en dehors du marché, enfin ils deviennent non plus rentables, etc. Si on importe du blé thaïlandais à $1, celui qui le faisait, il est plus compétitif. Donc c'est un problème lié à l'eau, mais on voit bien que c'est un problème beaucoup plus général lié aux marchés agricoles mondiaux et qui correspondent à une logique qui paraît sur place des fois implacable, en disant notre eau est rare, on ne va pas continuer à faire des petites productions, hein, et le côté social est complètement oublié dans ce cas-là. Mais bon, après... CO2, le transport. Oui, moi j'ai cette impression personnelle que la logique économique, de valorisation économique de la terre, en fait, est quasiment implacable par rapport aux questions des logiques foncières, ont vraiment une prééminence par rapport aux logiques de l'eau et aux logiques sociales derrière, qu'il peut y avoir d'emploi, etc. Et c'est vraiment une valorisation, et enfin ça m'a l'air, je sais pas, peut-être là j'ai une vision plutôt que effectivement partout où on voit une multiplication de produits, et que les gens préfèrent très largement avoir des produits à haute valeur ajoutée. On pourrait presque dire que l'opium des Afghans, c'est aussi une façon de valoriser au maximum l'euro par rapport à leurs ressources extrêmement faibles, hein, des marchés d'exportation. Mais là en Arizona, on voit des choses qui paraissent complètement aberrantes sur le plan écologique. Hein. Ils font des vaches en plein désert, sous des espèces de grandes hangars, réfrigérés parce qu'il fait quand même 40 degrés, mais vous avez des vaches normandes, et ils cultivent effectivement de la luzerne, hein, pour faire des vaches normandes. Et alors ce qu'il faut, c'est qu'après ils exportent la vache à Abu Dhabi, on leur a fait des études là-dessus, qui pour les manger, les valoriser là-bas, enfin voilà, avec le foin qu'ils exportent en même temps. Enfin c'est des systèmes économiques qui ont un sens, qui ont leur logique, mais qui sont complètement aberrants si on regarde l'autre. Enfin, c'est intéressant pour nous d'étudier ça, c'est-à-dire comment les deux logiques peuvent paraître complètement contradictoires. Pourquoi en plein désert d'Arizona on fait de la luzerne? Parce qu'il y a un marché de la luzerne, et que la luzerne est la meilleure façon de valoriser à la fois l'eau et la terre dans cet endroit. Enfin voilà. Dernier petit point, cela dit, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les systèmes économes en eau,
hein, c'était la chose ici, c'est-à-dire qu'on passe à l'irrigation au goutte à goutte hein, par rapport en aspersion et par rapport à l'inondation des champs. Donc ça aussi, ça c'est une marge aussi qu'il peut y avoir de ce côté-là. Hein, d'accord, donc, mais ça ne remplace pas de dire on va changer. Donc il y a vraiment une question, on va dire agricole et foncière, et puis une question technique hein, qui est du goutte à goutte qui permet quand même d'économiser en partie l'eau sur les parcelles cette fois-ci. Ok, il y a une question là-bas au fond. Madame avait posé, Alors, une question sur l'eau de refroidissement des centrales nucléaires. Oui, alors sur les centrales nucléaires, alors, il y a une petite différence à faire entre les prélèvements et la consommation. C'est que l'essentiel de l'eau des centrales nucléaires, elle est sortie pour refroidir et elle repart en 97%, elle repart dans le milieu. Un peu plus chaude. Alors c'est un problème effectivement des centrales nucléaires, c'est qu'elle repart un peu plus chaude et donc il faut en cas, c'est une question qui a été posée d'ailleurs sur les rapports du GIEC, c'est-à-dire que s'il fait trop chaud, alors qu'il faudrait faire marcher les centrales nucléaires pour faire marcher les climatisations, il faudrait, par contre, on aurait un problème d'avoir de pas assez d'eau pour les refroidir, et puis l'eau ressortirait vraiment pas assez d'eau pour diluer en fait, hein, parce qu'en fait ce qu'il faut c'est beaucoup d'eau pour diluer la température. Dans ce cas-là, au bout de quelques kilomètres, l'eau revient à la même température. Mais bon, en gros, l'essentiel revient, c'est un prélèvement, mais pas une consommation. Alors que l'agricole, c'est une consommation d'eau. Hein, puisque l'eau est absorbée par la plante et donc évapotranspirée, donc on ne la retrouve pas dans le milieu après. Oui, ma question prolonge un peu les questions antérieures. Au début, vous avez donc dit l'indice de pauvreté de l'eau, c'est pas le plus intéressant, c'est très convaincant. Et après, vous avez dit donc ce qui compte, c'est la capacité d'adaptabilité à avoir de l'eau. Et dans l'exemple, on a les Émirats, le Qatar, etc., qui arrivent à avoir de l'eau, et effectivement, on a vu déjà la semaine dernière, et là encore, des exemples de verdure, des terrains de golf, verdoyants sur d'anciens déserts. Donc là, le problème semblerait résolu. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est une solution, ou est-ce que c'est une absurdité, ou est-ce que c'est une adaptation acceptable? Finalement, voilà, bah, oui, il y a de l'eau, soit par des transferts, soit par des puits qui s'épuisent peut-être parce que ça ne correspond pas au climat, soit par la désalinisation. Donc il y a une adaptation, ils ont de l'eau, ils font, là où c'est impensable, un pays partiellement vert, ils font des villes immenses qui consomment de l'eau. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est une adaptation, effectivement, mais donc c'est positif, on rentre dans le plus de... Il y a de l'eau, voilà. Ou est-ce que c'est une absurdité de vouloir ce système-là? Je dis ça parce que si c'est ce qui va se passer dans 50 ans avec le changement climatique, est-ce qu'on va vers, au fond, une adaptabilité ou une absurdité? Voilà, je me pose cette question. C'est peut-être pas une question de géographe. Hein, non, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a... Je vais prendre peut-être... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais répondre tout de suite à cette question qui est effectivement, j'allais dire, la question principale à la limite, et je vais peut-être revenir, alors, je ne connais pas bien le Qatar, hein, c'était juste pour vous montrer que, effectivement, avec la ressource ne peut être que liée à des dispositifs techniques. C'est-à-dire que voilà, le Qatar, si on prend le Qatar, quand il n'y avait que des puits, bah, sa ressource est extrêmement faible. Et en fait, quand on rajoute le dessalement, sa ressource est quasiment infinie puisque ça agit de l'eau de mer. Juste petit point, donc le prix a baissé largement de l'eau de mer. Hein, donc, et le prix, pardon, pas de l'eau de mer, de dessalement d'eau de mer a baissé considérablement. Mais il n'est pas possible, il est viable que uniquement dans les villes côtières et 2 pour l'approvisionnement urbain.
Actuellement, c'est à peu près 2 à 3 euros le mètre cube d'eau dessalée, à peu près le prix de revient. Donc c'est pas loin du prix généralement que dans les eaux des villes, en gros, qu'on paye à Paris, qu'on aurait pour l'approvisionnement en eau urbain. Donc ça ne change pas grand-chose. C'est valide que dans les eaux côtières, dans les villes côtières, donc dans les îles, notamment Israël a des projets de dessalement qui là sont plutôt en résolution de conflits parce que comme ils font de l'usine de dessalement pour alimenter leur ville, eh bien, ils ont beaucoup moins besoin de l'eau finalement du lac de Tibériade, vous savez, de tout ce système. Ils ont beaucoup moins besoin de l'eau qui descend de la Cisjordanie. L'eau n'est plus un problème quasiment dans le conflit israélo-palestinien parce que, en fait, grâce au dessalement de cette technique nouvelle, dont le prix a baissé, ils pourraient être beaucoup moins dépendants. Il y a même des projets de faire une usine de dessalement à Gaza qui fournirait sans problème l'eau pour la ville de Gaza sans aucun problème et donc qui résolverait le problème de l'eau au moins dans cette partie-là. Donc voilà, donc c'était un peu là-dessus. Est-ce que c'est une absurdité ou une adaptation? C'est la question qui se pose beaucoup dans l'Ouest américain actuellement. C'est-à-dire que l'Ouest américain n'a pas d'eau, en gros. Donc Los Angeles, San Diego, Phoenix, Las Vegas, etc. Si on était sans capacité d'adaptation, il n'y aurait personne quasiment. Même Los Angeles, depuis 1913, ils vont chercher l'eau dans la Sierra Nevada à 500 km. Donc quasiment depuis la fondation de la ville. C'est les travaux de William Mulholland. Donc il y a bien eu, c'est l'histoire de l'Ouest américain, c'est bien une adaptation et une fuite en avant par la technique. Donc il n'y a pas d'eau, c'est pas grave, on construit des grands barrages, on va la chercher à 500 km, il fait trop chaud, c'est pas grave, on met la climatisation à fond, etc., etc. Donc tout est fait pour artificialiser complètement tout le système. Et maintenant sur le Colorado, qui est en fait la pièce maîtresse de toute l'eau, enfin tout le système d'eau dans la région, il y a 40 millions d'habitants qui en dépendent, de Denver à San Diego, ou même Mexicali au Mexique. Tout ça est fondé sur une rivière qui probablement n'arrive plus du tout à fournir ça. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on continue la fuite en avant, donc on va aller jusqu'à la fuite en avant, où on se rend compte que finalement tout ce mode de développement, il y a vraiment une réflexion dans l'Ouest en tout cas là-dessus, où est-ce qu'on est arrivé au bout de l'artificialisation, de l'absurdité de vouloir faire 2, 3, 5... vous savez, Vegas, c'est la ville qui est une des villes qui croît le plus aux États-Unis actuellement, avec Salt Lake City, qui est un lieu en plein désert aussi, basé sur Vegas, sans climatisation, c'est invivable, sans l'eau du Colorado, c'est invivable. Et là, on arrive au bout. C'est que le Colorado, on se rend compte que peut-être il va être défaillant dans 2, 10, 15, 20 ans, si... vous voyez qu'on est dans cette région-là où ça converge et on va plutôt vers le moins 20, moins 40. Alors, est-ce qu'il faudra encore remettre des sous dans la machine à sous? Ça va bien pour Vegas. Donc, remettre une pièce encore et dire, c'est pas, allez, on va encore artificialiser plus, on va mettre plus de climatisation, alors que la climatisation renforce le réchauffement, etc. Donc, on va aller au bout, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'effondre, ou est-ce que on change et que il y a cette vraie prise de conscience et ce vrai débat actuel qui n'est pas tranché en disant certains qui disent non, il faut maintenant il faut arrêter la croissance démographique de l'Ouest, il faut arrêter le développement de l'Ouest et il faut changer complètement, arrêter l'agriculture d'abord, ensuite arrêter de faire des vaches en plein désert, arrêter mettre fin, et puis d'autres qui disent non, ici c'est les États-Unis, il faut y aller, on a toujours été contre, on a toujours réussi, et donc on va aller plus loin. S'il faut aller chercher de l'eau au Canada, on ira. S'il faut aller chercher de l'eau il faut dessaler l'océan Pacifique, on va y aller. S'il faut utiliser encore plus d'énergie, on mettra une centrale nucléaire, on mettra, etc., du charbon, du pétrole encore plus. Il y a un vrai débat. L'idée, c'est quand même que tout le monde en ait conscience et que ce qui a été vu comme des crises, on va dire, dans l'Ouest conjoncturelles, c'est-à-dire une année de sécheresse, puis après il va pleuvoir, et puis ça va aller mieux dans 2 ans, que maintenant c'est vraiment devenu structurel. C'est-à-dire que vraiment le système ne marche plus, il ne va pas se rétablir tout seul. D'accord? Donc voilà, est-ce qu'on va... donc à la limite, ils ont un peu d'avance sur le Qatar, voire même d'autres pays émergents qui, eux, sont vraiment dans le côté on construit des barrages, on y va, et par la technologie, on va résoudre tous les problèmes de l'eau. Le contre-exemple, c'est finalement l'Asie centrale, où on a bien eu l'idée aussi de l'Union soviétique d'aller... ils ont vraiment très mal maîtrisé, puis l'ensemble s'est effondré.
Mais on était bien sur la même lancée que l'Ouest américain. Je sais pas, mais c'est un débat, un vrai débat, un vrai sujet en cours. Personne J'attends vos réactions. Ah, pardon. Dernière question. Je ne veux pas parler de nouveau. Hein. Oui. Il y arrive. Oui, donc il y avait beaucoup de choses autour du triangle qui relie l'eau, l'énergie et la nourriture. Et pourtant, à plusieurs moments, j'ai eu l'impression que vous disiez que ce n'était pas vraiment une véritable compétition entre l'énergie d'un côté et la nourriture de l'autre. Puis à la fin, vous avez dit que l'énergie, finalement, elle faisait plus des prélèvements d'eau que des consommations. C'est-à-dire, quel est le degré de vase communicant entre les deux? Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est moins fort? L'idée, c'est pas tellement de voir que c'est forcément des choses en compétition, c'est de voir que ce nexus, en fait, il est utilisé que pour dire que il faut faire attention quand on parle des problèmes de l'eau. Souvent, ils sont directement reliés aux problèmes d'énergie et d'alimentation. Hein. Et donc, on pourrait étendre ici, hein, mais qu'on est bien dans un triangle où, effectivement, la question de l'eau est directement liée à la question de l'alimentation, et elle est directement liée à la question de l'énergie, et que donc c'est les questions, les conflits autour de l'énergie qui peuvent avoir des conséquences sur l'eau, et vice-versa. C'est l'idée de bien se montrer que finalement on se bat, les conflits liés à l'eau ont souvent des liens avec les conflits énergétiques, les conflits liés au foncier et à l'alimentation. Hein. Je peux en parler justement des problèmes fonciers alimentaires dans l'Ouest américain ou dans d'autres régions, hein, ou les économédiaux alimentaires. Donc on voit bien que là, les structures agraires, politiques, agricoles ont des liens très directs avec les questions de l'eau, hein, et que donc souvent c'est des conflits qui sont en fait d'origine agricole ou foncière qui entraînent des conflits liés à l'eau. Hein, et on peut voir la chose de l'autre côté également. Hein, également des problèmes, des politiques énergétiques qui vont, évidemment, si vous construisez un grand barrage, vous allez ennoyer des régions entières, hein, donc vous avez un problème d'eau, des styles de rivalité sur qui va être le barrage, qu'est-ce qu'il va faire, hein, mais le départ, c'est une politique énergétique. Donc la source du conflit est en fait une politique énergétique. Hein. C'était un peu l'idée, hein, de voir justement la complexité des conflits liés à l'eau, hein, toujours dans cette idée que c'est pas forcément la pénurie d'eau qui génère un conflit, mais qu'on est vraiment dans un ensemble, hein, où il faut avoir au moins ces trois triangles-là qui communiquent. Et ce qui rend difficile, hein, l'analyse des conflits liés à l'eau d'ailleurs, parce qu'elle est beaucoup plus difficile que ne peut sembler à premier abord. Maîtrise, c'est pas forcément consommation. Pardon ? Maîtrise et consommation, c'est pas la même chose. Exactement, oui, parce qu'en fait il faut distinguer toujours en plus, là j'ai été rapidement, hein, prélèvement et consommation. Même si on peut prélever l'eau, qu'elle revienne et polluer, c'est assez complexe. Mais c'est pour ça que ça demande des recherches assez poussées, généralement, quand on parle de géographie politique de l'eau ou de géopolitique de l'eau. Bien. Moi, j'avais quand même entendu une fois que l'Espagne, qu'il y avait eu des discussions pour que les cours d'eau français puissent acheminer de l'eau en Espagne, avec une espèce de prévision de désertification de l'Espagne. C'est fini ça? Oui, alors en fait, ils avaient un projet qui s'appelait Aqua Domicia, qui était de transférer de l'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. C'était le projet des années 80-90. Alors, d'une part, ça coûtait extrêmement cher. Les Français n'étaient pas d'accord. Et deux, comme dans toutes les autres villes, Barcelone s'est dit qu'ils avaient beaucoup mieux à faire, c'est-à-dire en réduisant, en faisant des politiques assez agressives de réduction de consommation d'eau de la ville. Ce qui fait, et comme dans toutes les autres villes européennes, alors il n'y a pas que les gens qui se comportent mieux, il y a aussi les canalisations qui sont refaites et plus efficaces, il y a aussi les machines à laver, etc., qui consomment beaucoup moins que dans les années 80-90, ce qui fait que finalement, ils n'en ont plus vraiment besoin. Et qu'ils sont arrivés à des questions où même une partie des usines de dessalement, ça ne sert plus grand-chose. Enfin, on arrive à baisser très fortement la consommation urbaine. Alors, c'est vrai pour les villes du Nord, pas pour les villes du Sud, comme le Cap, Bombay, etc., qui ont, eux, encore des gros problèmes.
mais qui sont liées à la croissance urbaine, à la hausse du niveau de vie, etc., etc. Et là, les gens consomment plus. Donc on est vraiment dans des choses, il y a vraiment une divergence entre villes du Nord et villes du Sud. Vous n'auriez pas du tout la même chose entre Alger et Barcelone, ça ne se passerait pas du tout pareil.